Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de voir chez vous pour ce nouveau numéro de Presse Plus. Autour de la table, nos invités consultants habituels. Sur ma droite, à gauche de votre écran, il y a Ousseini Issa, journaliste professionnel. Ousseini, bonjour. Merci d'être là. En face, il y a Traoré Daouda, journaliste professionnel également, directeur de publication du journal Le Matinal. À côté, il y a Dr Amadou Bounti Diallo, ancien chercheur à la retraite, donc anthropologue, philosophe également, de formation. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Tradam, bonjour aussi. Bonjour. Très rapidement, courons après le temps. Vous direz, comme toujours. Oui, alors allons-y rapidement. Découvrons la une de Presse Plus aujourd'hui. Dans cette introduction de notre camarade de la rédaction, Boubacar Amadou. Dimanche 19 mars 2023, Presse Plus présente un seul, très gros et très vaste sujet à la une. Il s'agit du sujet inamovible du moment, c'est-à-dire celui qui porte sur le bilan des 2 ans du pouvoir du président Bazoum Mohamed. Ce sujet, nous le résumons sous le titre « 2 ans de pouvoir, quel bilan pour Bazoum ?» Vaste sujet donc qui englobe plusieurs aspects. C'est pourquoi pour le débat de ce jour, Presse Plus l'envisagera sous 3 angles déclinés par les journaux de la place à travers les sujets abordés. Ces 3 angles sont l'insécurité, l'éducation et la justice, autrement dit la gouvernance. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. 2 ans de pouvoir, quel bilan pour Bazoum? Comme l'a dit notre camarade Boubacar Amadou tout à l'heure, c'est un vaste sujet qui englobe donc plusieurs aspects du gouvernement de Bazoum Mohamed depuis ces 24 derniers mois. Mais en 2 mots ou 3 mots, Ousseini, est-ce qu'on peut résumer ça en 2 ou 3 mots, une phrase? Mais en 2 ou 3 mots, ce qu'on peut dire par rapport à ces 2 ans bientôt, n'est-ce pas, du prénom Bazoum, c'est que bon, on est toujours peut-être au stade des discours. Il n'y a pas grand-chose à dire par rapport aux réalisations. Sur le plan sécuritaire, tout le monde voit comment la situation continue de se dégrader. Sur le plan de l'école également, c'est toujours des annonces, on a annoncé des réformes et tout. C'est quelque chose qui va mettre du temps avant de donner des résultats. Il y a juste quelques actions qui sont en train d'être posées ici et là, notamment la construction de quelques salles de classe. Grosso modo, sur le plan de la lutte contre l'impunité, la corruption aussi, bon. Vraiment, jusqu'ici, les gens attendent de voir véritablement, parce qu'il y a beaucoup de dossiers dont il a hérité qui méritent d'être éclairés. Et ces dossiers, on a comme l'impression qu'on a posé les pieds dessus, n'est-ce pas? On essaie maintenant de trouver de nouveaux dossiers, alors que le souhait des Nigériens, c'est de voir ces anciens dossiers-là, qui sont là bien ficelés, que ces dossiers-là puissent connaître une suite. On attend. Qu'est-ce qu'on peut dire? Continuité, rupture ou consolidation? Qu'est-ce qu'on peut dire en 2 mots? Bon, tu l'as bien fait de dire aujourd'hui que c'est un sujet vaste. 2 ans, c'est court dans la vie d'un homme. En tant d'action politique, ça peut être effectivement long. Mais comme on a toujours dit ici sur ce plateau, la différence avec les autres chefs d'État, c'est que Bazoum a hérité de son propre régime. Et c'est d'où justement le slogan électoral consolider pour avancer sur les acquis. Donc les acquis des 10 ans de Issoufou, c'est ça qu'il devait consolider et ajouter éventuellement d'autres chantiers propres à lui. Il l'a fait dans certains domaines, c'est vrai, on en parlera tout au long de ces débats. Mais pour l'heure, comme Hussein l'a dit, les fruits, si fruits il y a, n'ont pas répondu à l'attente des fleurs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire encore. N'ont pas répondu aux promesses. Aux promesses des fleurs. Oui. Parce que, comme vous savez, au tout début, c'était une atmosphère bon enfant. Les gens avaient dit qu'il était regardé, il avait des bonnes prédispositions à faire des choses. Mais bon, à l'exercice du pouvoir, la réelle politique étant ce qu'elle est au Niger, en Afrique et au Niger particulièrement, peut-être qu'il y a eu beaucoup de ponts enjambés pour l'instant, ce qui fait qu'on observe ça et là quelques insatisfactions du manière. On s'attendait plutôt à un changement de style
En tout cas, c'est ce qu'on nous a promis et surtout ce qu'on nous laissait croire. Même, est-ce que même sur ce niveau-là, on peut dire que bon, il y a un changement de style? Au tout début, il a fait du dialogue social son credo. Mais à l'évidence, on se rend compte aujourd'hui, 2 ans après, que en réalité, c'était juste pour le départ. Parce que vous voyez que des syndicats d'enseignants déclenchent des grèves, apparemment il n'y a pas de négociation, les commerçants ne sont pas satisfaits des mesures prises par le gouvernement et demandent qu'il y ait des rectifications. Le gouvernement reste sourd à leurs revendications. Donc apparemment, comment on appelle ça, le dialogue social, c'était juste pour le début. Il est clair qu'il ne fait pas comme Issoufou. En plus, il ne peut pas faire comme Issoufou. Parce que Issoufou avait pratiquement tous les leviers du pouvoir. Il avait le parti derrière lui, là. Mais apparemment, Bazoum n'a pas le parti derrière lui. Parce que justement, quand vous voyez un peu, c'est même au sein du parti qu'on lui tire dessus. Donc, moi, je me dis qu'il y a surtout le fait qu'il y a eu beaucoup de promesses, mais au bout de 2 ans, les gens ne voient pas grand-chose. Au contraire, la vie, surtout la vie du citoyen, est devenue beaucoup plus dure, plus compliquée à cause justement de la cherté des prix du carburant qui ont flambé, surtout le gasoil, qui entraîne justement dans la chaîne la montée, en tout cas, la hausse des prix pratiquement dans tous les domaines. Je me dis en tout cas que sur ce plan, on attend de voir en tout cas ce qu'il peut réaliser. Moi, j'ai l'impression que au niveau de la gouvernance, peut-être qu'il a la volonté de faire, mais apparemment, je pense qu'il ne maîtrise pas le système. Et je peux vous le dire parce que j'assistais à une réunion sur la hausse du prix du gasoil. Je pense que tous ceux qui ont pris la parole ont expliqué concrètement que voilà dans quel sens il faut aller pour ne pas pénaliser la population. Mais il s'est trouvé que, fort malheureusement, il a pris le contraire. Même les spécialistes, les techniciens qui ont pris la parole ont expliqué que cette hausse de prix-là risquerait d'entraîner, en tout cas, une surchauffe de l'économie. Malheureusement, il était venu avec des idées bien arrêtées, et ce sont ces idées-là qu'il a appliquées. 3 angles, disait notre camarade Boubacar Amadou dans son introduction: sécurité, éducation et justice, ou gouvernance, bonne gouvernance si vous voulez. Alors, donc, on commence avec l'aspect sécurité. C'est l'une des priorités absolues, non seulement de Bazoum à l'entame de son mandat, mais aussi c'est une sécurité absolue pour les populations nigériennes, puisque sans sécurité, dit-on, il n'y a aucune autre activité qui peut prospérer. Donc sans sécurité, pas de développement. La sécurité, une des priorités absolues. Donc je disais, qu'est-ce qu'on peut retenir ces 24 derniers mois? L'enquêteur revient dans sa parution du 13 mars, surtout sur l'actualité récente en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme et la stratégie de lutte contre le terrorisme du gouvernement, en titrant Coopération sécuritaire Niger-Mali, est-ce l'ère de la décrispation? Coopération sécuritaire Niger-Mali, l'heure de la décrispation. On se rappelle donc le chef d'état-major général des armées nigériennes donc, a effectué une visite officielle au Mali pour rencontrer les autorités de la transition malienne, les autorités militaires s'entendent de cette transition, alors que on sait que ces derniers mois, ces dernières semaines, les relations entre les autorités nigériennes et celles du Mali n'étaient pas au beau fixe. Le canard en furie abonde dans le même sens en titrant Niamey revient-il à des meilleurs sentiments vis-à-vis de Bamako? Niamey revient-il à des meilleurs sentiments vis-à-vis de Bamako? Et puis le journal L'Actualité titre, en parlant des relations Niamey-Bamako, est-ce le temps des rapprochements? Est-ce le temps des rapprochements? S'interroge le journal.
Alors, Ousseini, bon, on sait que, on le disait tout à l'heure, tout le monde le sait, c'est notre autorité publique. Les autorités nigériennes n'ont jamais été en bonne odeur de sainteté avec celles les autorités militaires de la transition malienne. Bon, c'est sur cette base que la stratégie de lutte antiterroriste au Niger a été fondée. Aujourd'hui, on remarque certains frémissements de ce point de vue, puisque, on le disait, le chef d'état-major des armées nigériennes a effectué une visite là-bas. Et effectivement, il a été question de lutte contre le terrorisme, surtout entre les deux pays, sur la frontière, et peut-être mettre leurs efforts en commun. Est-ce qu'on peut dire que ça dénote d'une évolution dans la stratégie sécuritaire, peut-être qu'il n'a pas été payante jusqu'ici depuis le début? Mais autrement, il faut d'abord considérer que le Mali, quand même, c'est un pays voisin avec qui on partage pratiquement les mêmes peuples, mais également une longue frontière. 800 km. N'est-ce pas? Et qui a toujours été un pays avec lequel le Niger a entretenu des relations d'amitié, de fraternité très cordiales, n'est-ce pas? On n'a jamais eu de problème depuis le temps de Modibo Keïta, n'est-ce pas? Jusqu'à pratiquement récemment, à la faveur, comment dire, de l'apparition de cette crise sécuritaire-là. Ou bien évidemment, bon, il y a eu des coups d'État, mais la focalisation des autorités de Niamey sur, comment dire, la junte militaire, c'est ça qui a créé ce froid-là, n'est-ce pas? Parce que c'était carrément des tirs à boulets russes systématiques, en considérant que c'est des gens qui devaient être, comment vais-je dire, sur le front de vouloir gérer le pouvoir. À chaque fois qu'ils sortent, ils tirent systématiquement sur la junte malienne. En fin de compte, il n'y a pas que ici, mais également un peu les pays de la sous-région, tout ça. On a vu ce que le Mali a subi ces dernières années, ou du moins ces 2 dernières années, disons, à cause du fait que les militaires ont décidé de mettre un peu de l'ordre. Parce que de l'autre côté, on veut qu'il y ait des organisations, qu'on organise rapidement des élections. Ok, ça a montré ses limites. Faire des élections, pour faire des élections dans un contexte de sécurité, on ne voit pas la pertinence. Et le peuple malien aussi n'a pas vu la pertinence. C'est ça. C'est ça qui a créé la situation. Ce n'est pas du fait des Maliens, c'est du fait des Nigériens. Parce que tout le monde a vu comment nos autorités au plus haut niveau, chaque fois qu'ils ont l'occasion de parler de la crise sécuritaire, la fixation était faite sur le Mali. C'est ça qui a créé un peu le, comment on appelle ça? Parce que, la justification était qu'en ce moment-là, c'est que le Niger subissait plus la situation au Mali à cause du manque de contrôle de la situation au Mali. Le Niger subissait. Et ceux qui nous attaquaient, disait-on, venaient systématiquement du Mali. Il a été démontré que ce n'est pas forcément du Mali qui viennent. Quand on parle de la zone des 3 frontières, la zone des 3 frontières englobe le Niger, le Burkina et le Mali. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'ils sont partout disséminés. Quand tu prends par exemple le parc du W, c'est quand même partagé par les 3 pays, du moins 4 pays même jusqu'au Bénin. Alors, ils sont disséminés dans ces pays, dans toute cette zone-là, dans toute cette bande. Mais c'est bien facile de vouloir incriminer, accuser l'autre que... Oui, mais on se souvient, il y a 3 ans, 4 ans, 2018, 2019, etc., les grandes attaques qu'on a subies étaient plutôt Inates, Chinagoder, Sanam, Banimongo, etc. Ça, ce n'est pas la zone des 3 frontières, c'est plutôt la frontière avec le Mali. On peut les inclure dans la zone des 3 frontières. C'est plutôt la frontière avec le Mali. Non, mais je vais dire oui. Mais ça fait partie, parce que quand on prend ça, quand on prend globalement le Liptako, on peut considérer que c'est une très vaste zone. J'ai vu récemment un documentaire dans l'âme de Liptako. Tu vas jusqu'au-delà, aux confins de comment vais dire, vers le, comment dire, un peu vers Tawa. Alors, on a créé une situation, et on s'est retrouvé dans une situation parce qu'on a toujours montré que, on sait dans quelles circonstances les Maliens étaient obligés de quitter un peu la bande quand la France a fait son intervention. Quand les gens voulaient prendre Kidal, ils ont empêché à ce que les forces maliennes, on a dit non, ici vous ne pouvez pas rentrer. Et si les Maliens ont décidé de faire partie de la France, on sait bien pourquoi. Mais on sait aussi pourquoi nous autres, nous sommes en train de vouloir tirer à boulet sur le Mali. On veut s'aligner sur les positions de la France. C'est bien ça, non? Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas faire la lutte. Et c'est ça qui a poussé quelque part le Mali à quitter le G5 Sahel, à suspendre sa participation avec un peu le prétexte que la présidence devait venir au Mali. On n'a pas voulu donner au Mali, ils se sont retirés.
n'est-ce pas? Mais on s'est rendu compte à l'évidence que seul le Mali, on ne peut pas gagner cette lutte-là. Nous sommes tous concernés par le problème. Mais c'est une mission diplomatique, politique que le chef d'état-major général allait faire là-bas. Parce que les gens qui devaient normalement aller faire, avec toutes les insultes là, tu vas aller dire à la personne, je suis venu voir dans quelle mesure. C'est un peu comme ça, il faut lire un peu les déplacements. Parce que lui, le militaire, il est neutre. Il est parti, il a rencontré la hiérarchie militaire malienne des FAMA. Il a discuté avec eux pour voir dans quelle mesure on peut reprendre la coopération qui a été quelque part interrompue. C'est ça qui s'est passé, non? Il a au passage rencontré Guaita pour dire voilà la salutation fraternelle de son. Voilà un peu comment il faut lire cette chose-là. Bon, j'ai vu des gens chercher à vouloir montrer que non, c'est le Mali qui est en difficulté. Et tout le monde sait bien que le Mali est aujourd'hui beaucoup plus en situation comment dire, une montée de puissance inimaginable avec le contrôle comment dirais-je, du sol, de l'espace. Ils contrôlent aujourd'hui l'espace aérien. Ils peuvent intervenir là où ils veulent, ils ont les moyens nécessaires pour intervenir. Et on a besoin justement de ces gens pour pouvoir nous aider éventuellement, parce que nous sommes encore handicapés de ce point de vue-là. Oui, mais avant cette coopération avec AFE, cette tentative de coopération, merci, je sais à travers que je vais poser cette question. Et jusqu'ici, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que c'est quoi? C'est parce que c'était insuffisant, donc c'était pas assez, ou bien c'est parce que c'était pas bon du tout qu'il faut changer de stratégie en matière de lutte contre le terrorisme? Parce qu'on a vu très tôt, Bazoum avait décliné, dans un premier temps, c'est d'augmenter les effectifs, de chercher les moyens de trouver plus de matériel à l'armée, mais c'est aussi approcher ces groupes terroristes et éventuellement négocier avec eux, et faire en sorte que ceux qui veulent bien déposer les armes le fassent dans le cadre d'un dialogue. C'est ce qu'il a décliné comme stratégie jusqu'ici. Alors maintenant on se rend compte qu'on ne peut pas réussir cela sans nos voisins, notamment le Mali. Est-ce que ça veut dire que ce qu'on a fait jusqu'ici n'était pas assez? Non, en fait, il faut repartir un peu 1 an ou 2 ans en arrière. C'est vrai qu'au début des années 2018-2019 jusqu'à 2020, le Mali était un peu le ventre mou de cette zone. Et comme vous l'avez si bien relevé, les attaques les plus grosses qu'on a eues, et les plus grosses pertes qu'on a eues, c'était justement sur les hauteurs de la frontière avec le Mali, notamment Inates et puis Nagoda. Il y a eu le coup d'État, les 2 coups d'État. Le régime de l'époque, et même si le régime, parce que c'est une continuité, le régime actuel, avait leur ami qui était FUVK, personnel. Donc, ils n'avaient pas admis le fait que IBK ait été renversé. Ils avaient ça sur le cœur. Et vous avez suivi même le développement avec la mort de l'ancien premier ministre aussi, c'est que ça donnait. Donc, c'était une guerre larvée pour des amitiés politiques, en réalité. Qui a pris le pas sur les intérêts de nos 2 peuples. Malheureusement. Mais ce que les gens ont constaté, et c'est pourquoi je dis que parfois, au Niger, c'est pas la force des choses, qu'on évolue dans le sens positif. Les jeunes officiers qu'on accusait d'avoir déserté le terrain pour venir faire la politique, ils ont démontré qu'ils ont déserté le terrain, c'est vrai, ils font la politique, mais ils la font mieux quelque part que les professionnels de la politique, parce qu'ils avaient des objectifs clairement définis. Et ces objectifs aujourd'hui, ils sont en train de les atteindre. Quand vous suivez la télévision malienne, contrairement à ce que les presses occidentales disent, c'est complètement l'envers du décor. Vous avez le développement qui est apporté, vous avez beaucoup de pistes qui sont faites, des bitumes, des ouvrages qui sont réalisés, et sur le plan sécuritaire, ils sont en train de, comme on dit, de monter en puissance. Ils ont des vecteurs énormes, des vecteurs aériens énormes, et aujourd'hui, tout pays, aussi bien le Mali et aussi bien le Niger que le Burkina, si vous voulez réellement contrôler avec sérieux votre frontière, vous êtes obligé de coopérer avec les Maliens. C'est la réalité, c'est la réelle politique aujourd'hui qui a dicté notre attitude. C'est pas de gaieté de cœur. Les gens ont compris.
nos militaires, eux, ils le savent depuis belle lurette, parce que entre les militaires, comme on dit, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Eux, ils sont des frères d'armes, ils ne peuvent pas faire autrement. Mais il y a les politiciens qui ont bloqué le système pour que ça n'évolue pas. Aujourd'hui, les politiciens sont dos au mur. Parce que les militaires qui sont au front, ils constatent tous les jours ce qu'ils vivent et ils ont une possibilité de résoudre ce problème un temps soit peu. On est obligé de répondre à leurs attentes. Et c'est pourquoi moi je dis que la visite du président du chef d'état-major des armées du Niger au Mali, elle répond à ce besoin de l'armée elle-même. Au-delà du politique, c'est vrai que le politique a autorisé, mais c'est le besoin de l'armée elle-même, parce qu'elle a besoin quand même de sortir de ce gouffre à n'en point finir. Est-ce que c'était une façon de dire, bon, c'est vous qui voulez votre chose, allez-y régler ça vous-même? Non. Je pense à ce niveau, on ne peut pas parler comme ça, parce que les résultats sont là. Vous êtes en train de compter des morts chaque fois, mais vous êtes obligé à un moment d'arrêter pour dire, bon, si c'est ça, nous on a pensé que ce n'était pas la bonne solution, mais puisque apparemment vous pensez que c'est la bonne solution, on va l'expérimenter. Et on va l'expérimenter avec des résultats, parce que les Maliens ont démontré qu'ils ont cette capacité de faire aujourd'hui. Docteur Moudi. Oui, moi je pense que M. Moudi était surtout dans une mission de déminage. Parce que comme il l'a dit tout à l'heure, ceux qui sont censés aller régler le problème, je pense qu'ils n'auraient pas pu faire le déplacement de manière sereine. Parce que tout simplement, voyez-vous, depuis 2 ans, le Niger est en première ligne quand il s'agit donc de condamner ce que nos autorités appellent la junte malienne. Il se trouve qu'aujourd'hui, le Mali a acquis en tout cas une certaine puissance. L'armée, les femmes sont montées en puissance. Rien que le vendredi, ils ont reçu une vingtaine d'aéronefs, des Albatros, biplaces et 7 drones TB2, ce qui n'est pas rien. Donc, si le compte est bon, ils sont à 55 avions de combat et à plus d'une vingtaine de drones. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Mali, en tout cas, est en train de reconquérir une bonne partie du territoire national. Dans ces conditions-là, je me dis que la situation créée par les invectives politiques ne pouvait conduire qu'à l'impasse. Et on l'a constaté. Et prendre la relève ou la défense de la France, sachant que les Maliens ont des preuves selon lesquelles la France n'a pas joué franc jeu, moi je me dis que ce n'est pas être panafricain. Et donc aujourd'hui ce qui se passe, c'est que le SEMGA, moi je l'appelle comme ça, chef d'état-major général des armées, le SEMGA a été, mais les Maliens ne sont pas dupes, il ne faut pas l'oublier. Les Maliens n'interviendront avec, en tout cas à nos côtés, que si les Français ne sont pas à leurs frontières. Il faut que les choses soient très claires. Si le Niger ne peut pas décider du retrait des Français de la zone d'Ayoru et de Wallam, c'est à l'état-major français de dire, bon écoutez, puisque de l'autre côté il y a une hostilité frappante et que nous n'arrivons pas à régler le problème par nous-mêmes, nous allons laisser la place aux Maliens et aux Nigériens. Je vois mal les Maliens monter des opérations militaires avec nous tant que les Français sont là à vouloir les déstabiliser à partir de nos frontières. Moi, il faut que les choses soient très claires. Les Maliens aujourd'hui sont vent debout contre un certain nombre de pays, dont l'Algérie. Ils se sont rendus compte que l'Algérie même ne joue pas franc jeu. Regardez, quand le G5 Sahel monte en puissance, l'Algérie tente de monter le comité des états-majors à Tamaracène. Quand le G5 est en berne, l'Algérie abandonne tout le monde. L'Algérie a tous les moyens aujourd'hui pour permettre au pays du fuseau des 3 frontières de pouvoir lutter efficacement contre eux. Mais l'Algérie ne se déplace pas. Et aujourd'hui, le problème que nous avons dans la sous-région, la plupart des leaders des mouvements terroristes sont soit d'origine algérienne, soit d'origine sahraoui. Donc, il faudrait que les choses soient assez claires. Les Maliens se sont rendus compte de ça. Il y a eu les accords d'Alger. Les Maliens ont dit d'ailleurs, nous, ces accords d'Alger ne nous engagent plus.
nous considérons qu'il faut les renégocier parce que voilà, nous ne savons pas dans quel... Parce que dans les accords d'Alger, il faut intégrer, je crois, 25 000 combattants des forces du MNLA et autres terroristes là, dans l'armée malienne. Ce que les militaires n'acceptent plus. Peut-être qu'ils avaient fermé les yeux tant qu'ils n'étaient pas au pouvoir, mais aujourd'hui ils étaient au pouvoir, ils refusent carrément d'appliquer. Ils ne veulent pas des accords d'Alger, ils veulent pas. Donc, pour me résumer, moi je me dis que c'est maintenant au Niger de prendre la bonne décision. La bonne décision, c'est de faire partir au moins les forces françaises de nos frontières. Tant qu'elles sont là, les Maliens ne coopéreront pas avec nous. Parce que, je pense que ce serait paradoxal que les forces à qui vous avez demandé de quitter votre territoire se réinstallent sur le territoire voisin et veuillent vouloir vous accompagner ou vous aider, en tout cas dans la lutte. C'est quasiment impossible. Je me dis que après la mission de déminage, maintenant, le président nigérien doit prendre ses responsabilités, puisqu'il dit qu'il a la télécommande voudrait que les forces françaises quittent l'ensemble. Elles peuvent s'installer à Gali ou à Maradi, mais tant qu'elles sont à la frontière malienne, je pense que les Maliens ne coopéreront pas militairement. C'est l'idée donc de ce titre de l'enquêteur dans sa parution du 13 mars, le journal titre, et je vous propose de couvrir ce titre. Donc, amorce de détente entre Niamey et Bamako, l'opération à risque de Bazoum Mohamed. Amorce de détente entre Niamey et Bamako, l'opération à risque de Bazoum Mohamed. C'est vous qui l'avez commencé, je préfère que vous continuez, après on fait le tour. Docteur, le journal dit opération à risque de Bazoum Mohamed, justement à cause du fait que il faut, quand on veut travailler jusqu'à ce niveau-là, coopérer jusqu'à ce niveau avec les Maliens, il faut dans le même temps maîtriser ou gérer ce qu'on peut appeler peut-être le ressentiment que cela pourrait créer avec la France. Et c'est une opération à risque, dit le journal. Bazoum est entre le marteau et l'enclume ici. Non, à partir du moment où il dit qu'il a la télécommande. Maintenant, moi je ne suis pas un stratège, je ne suis pas un stratège militaire. Moi je fais le constat que, à partir de ma lecture de ce qui se passe aux frontières, mais les stratèges, eux, vont leur dire. Il est quasiment impossible que l'armée malienne coopère avec nous tant que nous sommes flanqués des forces françaises. C'est quasiment impossible. Maintenant, ces forces françaises-là peuvent nous aider à s'installer à Gali, ou à Maradi, ou à Zender, mais pas à Wallam et à Yoru. C'est quasiment impossible. Peut-être même à s'installer à Tawa, un peu, oui. Mais tant que c'est à quelques 100 km, ou 20 km, ou 3 km de la frontière malienne, je ne vois pas comment les Maliens vont se faire harakiri. C'est quasiment impossible. Donc opération à risque, non. Opération, il faut quand même que le bon sens puisse nous guider. Le bon sens voudrait que... Parce que les Maliens se disent, l'ami de mon ennemi est mon ennemi. Donc, pour que l'ami de mon ennemi ne soit pas mon ennemi, il ne faut pas qu'il héberge mon ennemi. C'est clair. Moi, je ne dis pas qu'il faut nécessairement que les forces françaises quittent, mais en tout cas, dans cette zone-là, elles doivent partir. Elles doivent quitter la zone. Si véritablement nous voulons travailler avec les Maliens sur le plan militaire pour stabiliser la situation, il faut que l'armée française, surtout on connaît les légionnaires, ils sont 200, ils sont capables de tout. Ce ne sont pas des Français de souche, on les utilise comme Wagner, hein. Wagner, c'est pas que... Au moins Wagner, c'est des Russes. Et voilà. Mais eux, les légionnaires, là, souvent, c'est dans les combats qu'ils acquièrent la nationalité française. Donc, moi, je me dis en tout cas qu'il faudrait faire partir ces forces françaises-là des frontières. Oui, Tradam. Non, en fait, opération à risque pour Bazoum Mohamed. Non, moi, je vais prendre le contre-pied de ce qui est en train de se dire sur le plateau. Parce qu'il faut observer une chose quand même. Ça fait 2 ans que Bazoum est président et ça fait plus de 3 ans, 4 ans que cette affaire frontière perdure. Si aujourd'hui on est arrivé à avoir un chef d'état-major qui se déplace malgré la présence des forces françaises au Niger, ça veut dire qu'on a déblayé tout. Bounte a parlé d'une opération de déminage, donc on a tout déminé. Ça veut dire que si dans l'esprit des gens, ce que les gens pensent, si la France pouvait faire quelque chose, elle n'allait pas permettre cette reprise de relations intra-armées. Donc, la France, on lui donne peut-être ici une position qu'elle ne peut pas avoir. Nos armées, quoi qu'on dise, elles sont souveraines, elles n'obéissent véritablement pas à la direction politique dans l'absolu.
Le politicien, il est assis dans son bureau climatisé, mais eux, ils sont sur le front. Donc, eux, ils savent ce qui se passe. S'ils décident, s'ils convainquent les autorités politiques d'aller rencontrer ces frères d'armes du Mali, ça veut dire qu'il n'y aura pas et il n'y aura pas, il n'y a pas et il n'y aura pas un autre obstacle. Les Français ne peuvent pas être un obstacle. J'ai entendu sur les réseaux sociaux, effectivement, les gens jasaient pour dire... Oui, les interventions de l'armée française au Niger, ou leur présence et tout ce qu'on veut, l'occupation des espaces ailleurs ou dans d'autres régions, dans d'autres pays, n'est pas une décision militaire, c'est une décision politique. Mais ça, il dit... Donc ça ne relève pas des militaires, c'est pas de leur... Ils peuvent avoir peut-être leur sentiment, leur machin, mais ce qui prévaut... Mais Ayoru, c'est dans le futur, Ayoru, c'est pas encore opérationnel. La caserne d'ailleurs, elle n'est pas opérationnelle encore. Oui, mais on est d'accord qu'ils opèrent quand même dans la zone. Oui, ils opèrent, mais ils opèrent sous quel format? Parce que ce n'est pas des unités combattantes, contrairement à ce qu'on a toujours avancé. Ce n'est pas des unités combattantes, c'est des unités peut-être de renseignement ou de patrouille avec l'armée française. Et ils ne combattent pas, contrairement à ce qu'on a toujours pensé, ils ne combattent pas à nos côtés, les Français. Donc c'est nous qui menons réellement nos opérations. Et si aujourd'hui le SEMGA, comme il dit, décide de concert avec sa hiérarchie politique, de mener une opération de concert avec les Maliens, il le fera sans l'intervention de l'armée française. Ça, les Maliens le savent très bien que l'armée française ne peut pas. Mais quand vous dites qu'il le fera sans l'intervention de l'armée française, c'est pas lui qui décidera de ça. Ah non! À ce moment, c'est eux qui décideront sur le terrain. Non, je sais pas. Non, sincèrement. Non, sincèrement, c'est pas. Non, sincèrement, le politique, non. Non, vous savez, il ne faut pas donner. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une vision qui n'existe pas. Et malheureusement, on a cette vision qui n'existe pas. Je ne pense pas si c'est le SEMGA qui décidera si oui, l'armée française doit coopérer avec, enfin, doit aller avec eux ou pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est lui qui prend cette décision, malheureusement. Non, tu ne penses pas. Autre chose, ça c'est ta pensée. Oui. Mais j'ai dit, s'il y a une opération militaire à mener, ce n'est pas le politique qui va dire voilà comment il faut la faire. Ça c'est clair au moins. C'est eux qui ont cette formation de faire leur stratégie militaire, de déployer les hommes, les moyens qu'il leur faut pour mener à bien leur opération. Le politique, il autorise juste. Et le politique aujourd'hui ne peut pas autoriser. Il met les moyens. Oui. Quand il met les moyens. Et les moyens, ils les ont. Mais oui, mais c'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Et en l'occurrence, c'est pas nos militaires, le SEMGA, même lui, ne peut pas dire bon, dans cette opération, je décide que c'est l'armée française va aller avec nous. Ou dans telle autre opération, je décide que l'armée française ne sera pas avec nous. Ah, sera pas. Non. C'est à lui de prendre cette décision. Non, mais c'est eux qui décident. Non, honnêtement, allez-y. Les gens ont une vision autre que c'est la réalité. Honnêtement, ce n'est pas la réalité. Les militaires, ils décident. Tant que le politique est d'accord avec eux, la manière de mener l'opération, c'est eux qui décident. Le politique, ils ont besoin de son... Ok, c'est tout. Mais sinon, l'opération sur le terrain, ici, ils ont besoin des Français, ils le diront. Et si vous avez remarqué toujours le reproche qu'on fait aux Français, quand il y a des attaques, ils n'interviennent pas, mais ils vous répondent que non. Ils n'ont pas été sollicités. Non, je ne dis pas que s'ils ont besoin des Français. Bien sûr qu'il y a plusieurs opérations. On a eu besoin des vecteurs aériens français. On a eu besoin du matériel ou du renseignement français. Mais ce n'est pas toujours qu'on les a eu. Oui. Parce que ce n'est pas nous qui décident. Parce que ce n'est pas justement les militaires qui décident. Ah non, ce n'est pas le politique en tout cas, qui décide dans ces conditions. Sur le terrain, ce n'est pas le politique. Je suis désolé, mais ce n'est pas le politique qui décide. D'accord. D'accord, parce que moi je sais que même les Français, les militaires français qui sont là, pour faire intervenir leur avion, ce n'est pas eux qui décident, c'est le gouvernement français qui décide. C'est le président français qui décide si un avion français va intervenir ou pas. Donc ouais. Non, c'est pas de base. Non, en fait, c'est que je veux plus qu'on soit plus concret, plus match, pour que les téléspectateurs comprennent exactement de quoi on parle. Quand on laisse planer le flou en matière d'intervention militaire française ici, que c'est le chef d'état-major des armées général des armées qui décide si les Français doivent intervenir avec eux ou pas, il faut que ça soit clair. Mais sollicite. Mais attends, mais c'est quoi je dis?
Ça dit que le solliciter et décider, c'est pas la même chose. Non, mais solliciter, c'est un besoin. Oui. Si tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin. Non, mais celui qui décide accepte d'accéder à ta demande ou pas. Non, mais en fait, c'est pas le politique qui lui dit non, on va faire ça, c'est ça. Non. Il décide, il sollicite maintenant les moyens qu'il n'a pas peut-être au niveau des armées françaises, et l'armée française peut ou ne pas le mettre. Tout à l'heure, par rapport à la visite, par exemple, du chef d'état-major général des armées, on a dit, vous avez dit oui, et tout le monde était d'accord, les gens ont même dit que oui, que c'est l'armée nigérienne, les autorités militaires nigériennes qui ont demandé à ce que, bon, la situation change un peu, parce que voilà, c'est dans les ambitions. Mais on est tous d'accord que c'est parce qu'on l'a autorisé. C'est parce qu'on a dit, c'est parce que le politique, l'autorité politique a dit oui, je suis d'accord, j'accède à votre demande, allez-y. Mais c'est normal, mais il y a un chef suprême des armées, on a dit. Voilà, donc l'armée ne peut pas, non. Voilà, ça veut dire qu'il faut que ça soit clair, ce niveau-là. Parce que même quand les Français parlent aussi, c'est souvent parce que c'est pas clair, ce niveau-là, que jusqu'à présent on ne comprend rien du tout. Non, mais ça c'est autre chose, ça, on parle des Français, mais nous ici on parle des Nigériens. Oui, dans les deux cas, c'est le même discours, c'est le même message, on a l'impression que c'est le même message. Non, c'est pas le même message. Ah, si. Non, c'est pas le même message. Les armées françaises, elles sont là, comme elles disent, à la demande des autorités nigériennes. Et les autorités nigériennes leur fixent leur cahier de charge. Voilà ce que vous allez faire. Et voilà ce que vous ne devez pas faire. Ça c'est clair, au moins. Mais nous, notre armée, c'est nous qui décidons. L'armée propose, le chef d'État, le président de la République décide. Jusqu'à présent, quand on dit, mais pourquoi quand on nous attaque l'armée française avec tous les vecteurs aériens et machin n'interviennent pas, on n'a jamais eu une réponse à cette question. Si on sait qui décide, est-ce que la réponse n'est pas claire? Jusqu'à présent, on ne sait pas, on n'a pas de réponse à cette question. Parce que le message n'est pas clair. Non, parce que personne, justement, dans ce cercle ne décide pas de répondre. J'ai posé même cette question à une reprise, mais les gens, personne n'est en mesure de vous répondre parce que c'est une décision qui a plusieurs implications, c'est tout. Hussein Issa, est-ce que c'est une décision ou une opération à risque pour Bazoum Mohamed, le fait d'accepter désormais, peut-être, certainement, de coopérer avec les Maliens et peut-être même aller dans des opérations conjointes, tout en restant ami avec tout le monde, quoi, notamment avec les Français? Oui, mais bon, vous savez, la position du Niger, c'est un peu dégradé, où le Niger a décidé carrément de considérer le Mali quelque part à un truc comme un État avec lequel on ne peut pas coopérer. À partir du moment où... Non, je veux dire, à partir du moment, ça s'est exacerbé quand Wagner est arrivé. Parce qu'il considère que c'est des mercenaires et tout. C'est ça le discours, non? Aujourd'hui, en allant vers le Mali pour demander à l'armée malienne de voir dans quelle mesure on va reprendre la coopération militaire, c'est prendre en compte aussi Wagner. Maintenant, de notre côté, de ce côté chez nous, nous avons les Français que les Maliens ont chassés. N'est-ce pas? Ça pose quelque part un problème. Si nous allons vers le Mali ne va pas se défaire de Wagner. N'est-ce pas? Et les gens n'ont eu de cesse d'insulter, de décrier Wagner et tout et tout. Et du côté du Mali, ils n'ont eu de cesse de crier qu'ils ne veulent pas voir les Français. Le dernier acte qui a été posé, c'est la semaine dernière où ils ont décidé de rompre tous les accords de coopération existants depuis pratiquement les indépendances. Ils ont décidé de mettre fin à ça, n'est-ce pas? Le Mali a décidé. N'est-ce pas? Non, en fait, ce n'est pas tous les accords depuis l'indépendance, c'est les accords coloniaux. Mais c'est ça que je veux dire. Non, oui, mais quand pour être plus précis, oui, quand vous dites tous les accords depuis l'indépendance jusqu'à maintenant... Oui, les accords coloniaux, mais c'est ça qui régit les nouveaux accords. C'est ça qui les régit, c'est pas autre chose, n'est-ce pas? C'est ça qui a fondé. C'était ça là-bas, c'est le soubassement des autres accords qui ont été signés par la suite. Mais ça que je veux dire ici, ça va poser un réel souci. Est-ce que les Français vont vouloir, parce qu'il faut aussi se poser cette question, disons que nous sommes indépendants, est-ce que les Français qui sont là avec nous, qui ont eu Macron, quand il parle, c'est Wagner, c'est des terroristes, c'est des Russes, c'est des ceci, cela, nos dirigeants ont repris le même discours, est-ce qu'ils vont admettre quelque part que le Niger puisse être eux aussi, ils disent qu'ils sont là pour nous aider, non? À lutter contre le terrorisme. N'est-ce pas? C'est ça qui s'est dit officiellement, c'est pour ça qu'ils sont là. C'est ça qui a validé, comment dirais-je, leur autorisation, leur implantation dans notre pays. Alors, comment ça va se passer tout ça? Mais dans tous les cas, moi je dis, compter sur quelqu'un pour gagner une guerre de cette nature-là, c'est se mettre le doigt dans l'œil. On compte que sur soi-même. Et je suis convaincu que nos armées,
nos armées et les armées de ces 3 pays sont capables, avec les moyens, de pouvoir efficacement faire face à cette situation-là. On aurait pu en finir depuis longtemps, mais malheureusement, il y a une frilosité qui est là, qui fait que, quelque part, il y en a qui sont là, qui pensent, ils sont là pour d'autres intérêts, notamment, tout le monde le dit, les Français sont là. Parce que moi, je me vois mal un blanc venir se tuer pour un noir. Des gens qui vous ont pris comme esclaves, ils sont venus, ils ont fait la colonisation. Ensuite, ils sont venus, après la colonisation, ils sont comme ça, parce que vous avez des beaux yeux, ils vont venir se faire massacrer dans des zones arides, sous ce soleil. Moi, je dis quelque part, c'est bien beau. Les Maliens, aujourd'hui, ils ont atteint un certain degré d'autonomie, n'est-ce pas? Pour pouvoir efficacement. Maintenant, ils sont même en train de faire des messages au groupe djihadistes et autres. Rendez-vous si vous voulez la paix. Parce que vous n'avez plus tellement de marge de manœuvre, n'est-ce pas? Un peu, c'est comme ça aussi au Burkina Faso. Quoique les médias français cherchent à montrer que ça se dégrade de jour en jour au Mali, quand ils prennent des médias comme Jeune Afrique, comme RFI, chaque fois quand ils parlent ici, ça ne va pas au Mali, la situation est en train de se... Tout à fait le contraire de ce que les Maliens sont en train de réussir aujourd'hui. Talon a répondu la dernière fois. Ah, oui. Talon aussi l'a répondu. N'est-ce pas? À cause de la présence de Wagner, quand on voit le discours. Alors, aujourd'hui, ce qui va se passer concrètement, moi j'ai dit c'est un choix. Maintenant, nous voulons bien travailler avec ceux-là, ils ont des vecteurs aériens en quantité. Ils peuvent, dans le cadre de la collaboration, et de la, ouais, le Burkina l'a déjà essayé. voilà, dans le cadre de la collaboration, ils vont nous aider parce qu'ils ne vont pas essayer de calculer combien coûte un missile. Quand on va larguer pour tuer, on peut tuer un seul djihadiste, on dit c'est un chef djihadiste qui a été éliminé. Avec, comment on appelle ça, avec drone. Mais on va le groupe, on peut pas, on ne s'en prend pas au groupe, mais on tue un seul, on a tué un grand chef djihadiste. C'est ça qui a fonctionné jusqu'ici, y compris au Mali, quand ils étaient au Mali, c'est ça qui a fonctionné. Je vais voir concrètement comment ça va se poser. Parce que les Maliens, quand ils vont nous aider avec leur force qui est là, qui est quand même en train de les aider. Où est le problème, peut-être c'est ce complexe-là. On pense que c'est plus à propos de se faire aider par des pays comme la France, les États-Unis ou autres, que de se faire aider par un pays comme le Mali. Non, mais en fait, on pense que... Est-ce que ce n'est pas un complexe? Le vrai problème... Est-ce que ce n'est pas ce complexe? Le vrai problème aujourd'hui qui se passe dans ce pays, c'est le politique qui a compliqué toute la situation. En réalité, les Français ne sont pas venus pour combattre à nos côtés. Les Français ne vont pas accepter, ils ont perdu 55 ans, comme ils disent au Mali, ils ne vont pas accepter par un seul d'entre eux, un Français au Niger. Ça c'est évident, c'est à nous de nous combattre. Mais le politique, pour, je sais pas, pour primer, dit ils sont là pour nous assister, non. Et c'est de ce côté qu'est parti tout le problème. Sinon les Français ne sont pas venus. Il faut que ils ne sont pas venus pour nous aider. Mais ils sont venus peut-être pour appuyer en formation, pour nous faire de ceci, de cela. Oui, mais ils ne vont pas aller combattre avec nous. Ça c'est évident. Il faut éviter ça. Il faut que ça soit clair dans l'esprit des Nigériens. C'est les politiques qui nous ont induits en erreur, peut-être. Mais en tout cas, les Français ne sont pas venus pour combattre aux côtés des Nigériens. Et aujourd'hui, comme elle dit, moi je ne vois pas un Français ou une autorité française qui va convaincre une autorité nigérienne de ne pas aller avec les Maliens, avec les résultats que les Maliens ont. Et avec les résultats que nous-mêmes, que nos forces sont convaincues, nos concitoyens sont convaincus que les Maliens peuvent faire l'affaire mieux que quiconque. Je ne vois pas ces Français ou cette force française qui va faire le contraire. Je ne vois pas. Attends, et c'est pourquoi je dis, c'est par la force des choses qu'on va évoluer. Oui, mais comme vous dites avec les résultats que les Maliens ont ici, jusqu'à preuve du contraire, le discours officiel, c'est que les Maliens ne gagnent pas la guerre contre le terrorisme. Ils ne réussissent pas grand-chose. Je dis le discours officiel. Oui, mais c'est de dire que le Mali, à cause de cette situation... Même ça. Le discours évolue. Ça, c'est des discours de 5-6 mois peut-être, ou un peu plus. Jusqu'à date. Non, officiellement. Non, aujourd'hui, revisiter les choses. Aujourd'hui, officiellement, non, même officiellement aujourd'hui. Mais attends, si on arrive à décider d'envoyer le chef des armées aller voir son homologue et être reçu par le président, porteur d'un message de salutation, ça veut dire qu'on a évolué. Ça veut dire que ce n'est plus
les mêmes réactions. Aujourd'hui, si vous en interview le président Bazoum ou le ministre d'État aux Affaires étrangères, Azim Massoudou, c'est sûr que le langage ne sera pas le même. Non, son langage a été le même. Non, il y a avant-hier seulement à l'occasion de la visite du secrétaire d'État, il a répété presque les mêmes choses. Moi, je suis convaincu que le discours vis-à-vis du Mali n'a pas évolué. Officiel, le discours officiel n'a pas évolué. Jusqu'ici, ils sont alignés sur le discours français. Que la situation ne va pas, ça se dégrade, n'est-ce pas? Et dans les WhatsApp, sur les réseaux sociaux, on voit ça. Moi, je ne vois pas en quoi le discours a évolué. Mais le fait que la réalité est là, est tout autre. Parce que ça, c'est un autre machin. L'information, souvent, c'est l'information, l'autorité s'aligne sur l'information qui est donnée à partir du nom. On sait bien que les médias français ne vont jamais reconnaître que le Mali est en train de faire des efforts. Ils ne vont jamais reconnaître aujourd'hui que le Burkina est en train de faire des efforts. Chaque fois, ils disent que la situation se dégrade. Ici, officiellement, on s'est aligné derrière ce discours-là. Le discours tendant à faire croire que la situation s'est dégradée depuis le départ des Français. Et alors, que ça allait tomber dans les 15 jours. Voilà. Alors, non, mais c'est pourquoi je dis. Moi, je n'ai pas suivi ma mais je sais que ça a évolué beaucoup. La force des choses aujourd'hui, nous sommes conscients, nous sommes au courant que le Mali a acquis beaucoup de moyens. Et qu'on ne peut pas se passer de ça. Alors, quand j'ai entendu des gens dire qu'ils sont allés demander ici la possibilité, on peut poursuivre les djihadistes. En cas d'attaque, il faut qu'on puisse avoir la possibilité. Cette possibilité de poursuite a toujours existé depuis longtemps. Non, en tout cas, elle existait. Je me rappelle, il y a un officier, un valeureux officier qui est mort, Marafat qui est mort en territoire, pendant la rébellion qui est mort en territoire. Ça a toujours existé. C'est avec la crise diplomatique là que bon, ça s'est dégradé. Aujourd'hui, dire que nous allons faire des poursuites. Non, nous avons besoin qu'ils nous appuient avec les moyens aériens dont ils disposent. Non, il y a des non-dits. Alors, c'est ça qui est important. Depuis que cette histoire a commencé, chaque fois il y a des poursuites qui sont engagées après une attaque, on est en train de faire ratissage, mais il n'y a jamais de résultat. On avance. L'actualité nous parle de cette visite de Bazoum à Talon, au Bénin, pardon, et le journal titre, Bazoum chez Patrice Talon, justement, c'est ça le titre. Bazoum chez Patrice Talon. Alors, docteur, là également, il y a eu, au menu, il y a la lutte antiterroriste, le chef d'état-major au Mali, puisque Bazoum lui-même ne peut pas se rendre personnellement au Mali. Là, au Bénin, c'est lui-même qui est parti. C'est dans le cadre de la stratégie. Non, mais selon ce que j'ai vu, il semblerait qu'au niveau du parc national W, les gens vont mettre leurs forces armées en synergie pour essayer de combattre le terrorisme. Mais il y a aussi le problème du pipeline. Il ne faut pas l'oublier, dans qu'il faut sécuriser aussi. Oui, qu'il faut sécuriser. Vous savez, moi je suis surpris quand même que les gens ne se rendent pas compte d'une chose, c'est que le Mali et le Burkina Faso sont sur une trajectoire qui ne peut être que victorieuse. C'est-à-dire que on est dans l'acquisition du matériel, on est dans la formation des hommes et on est dans le combat en comptant sur soi-même. Les Maliens et les Burkinabés ne demandent pas aux Russes de venir les aider à combattre directement le Turc. Peut-être Wagner au Mali. Mais les Burkinabés, moi je vais vous expliquer parce que j'ai vu comment ils sont en train de monter en puissance. En réalité, ils ont délégué leur signature souveraine à l'entreprise Ebomaf, qui a pu mobiliser la signature souveraine du Togo à hauteur de 300 milliards, celle de la Côte d'Ivoire à hauteur de plus de 400 milliards, ainsi de suite. Et les Burkinabés ont trouvé donc des fournisseurs qui sont prêts, qui ont même fourni le matériel, mais sur la base des signatures souveraines de ces trois pays-là. C'est pourquoi Wagner n'est pas encore venu. Et dans l'urgence, la Côte d'Ivoire a préféré prendre dans son stock plus de 2 milliards de matériel militaire pour rapidement donner aux Burkinabés. Voilà comment les choses sont en train d'évoluer. C'est pourquoi Wagner n'est pas venu. Et RFI dit que le Burkina n'ont pas dit merci. Non, c'est-à-dire il y a la réalité. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est que les Burkinabés vont payer après la guerre. Ou quand ils auront, parce que en réalité, ces investissements-là, c'est sur les mines
que les terroristes occupent à l'heure actuelle. Ils vont récupérer les mines et ils vont rembourser leurs dettes. Voilà. Et dans cette stratégie, l'apport malien est fondamental. C'est pourquoi le ministre de la Défense du Mali, immédiatement après avoir reçu les aéronefs là, essaie de placer le vendredi au Mali. Et au Burkina, on se rend compte qu'il y a des résultats. Bien qu'hier, à Falagountou, là, ils ont décapité, ils ont massacré 35 terroristes, et Falagountou est libéré depuis. Alors que Falagountou était occupé par les... Moi, je ne les appelle pas djihadistes, c'est des terroristes. La preuve, c'est quand voilà, ils sont en train de s'entretuer. Donc, en fait, ils ne font pas de djihad. Non, ils ne font pas de djihad. L'État islamique et Al-Qaïda sont en train de se massacrer au Mali. Au Mali. Donc, ce ne sont pas des djihadistes, ce sont des terroristes. Maintenant, dans cette perspective-là, moi, je me dis que le Niger peut s'insérer à la condition que les Français ne soient pas un obstacle. Et pour que les Français ne soient pas un obstacle, il faut qu'ils quittent la frontière. Moi, c'est mon point de vue. Il faut qu'ils quittent Ayoru et Walam. C'est à cette seule condition que les Maliens peuvent coopérer avec nous en toute franchise. Mais s'ils se rendent compte qu'il y a duplicité quelque part, moi je me dis que cette coopération ne pourra pas marcher. Bazoum, chez Patrice Talon, qu'est-ce que ça peut donner? C'est des raisons économiques et sécuritaires, ils l'ont dit eux-mêmes. Il y a cette affaire de pipeline qui est quand même sur plus de 600 km en territoire béninois. C'est une très bonne chose parce que de l'autre côté, ça va être problématique. Et la sécurité, on constate que ce n'est plus seulement le Sahel. Même le Golfe de Guinée est atteint. Et le Niger peut jouer un grand rôle, effectivement, dans la sécurisation, notamment au niveau du parc de W, la Pendjari qui est quand même un bien commun à nos trois pays. Donc, Bazoum, en se déplaçant, il veut montrer d'abord sa préoccupation, sa disponibilité donc à trouver la solution. Et c'est pourquoi je dis, moi, contrairement à beaucoup de gens, il n'est pas exclu qu'il aille au Mali. Il n'est pas exclu. Parce que, aujourd'hui, le problème, il est en train d'envahir partout. Qu'il aille au Mali un jour proche. Parce que le problème, Bounty l'avait dit ici il y a 2 ou 3 semaines, qu'il dit que ce n'est pas étonnant qu'un jour, qu'il prenne une ville ou même qu'il soit un ennemi. Avant, au lieu d'attendre que tout ça arrive, si avec les vecteurs aériens qu'on n'arrive pas nous à avoir en nombre suffisant, si à la frontière les Maliens ils ont la possibilité de le faire, mais tant qu'à faire, on va y faire. Moi je pense que ce mur, cette glace-là est vraiment complètement cassée. Les peuples le réclament et il est obligé d'une manière ou d'une autre de faire droit. La première étape, c'est le chef d'état-major qui l'a entamé avec son aval. Mais la suite, on va voir ce qui va se passer par la suite. Moi, je ne sais pas si je peux ajouter quelque chose. Mais là, assez rapidement. Oui, parce que moi, je pense qu'il faut voir. Les Français, même chez nous, ils ne jouent pas franc jeu. Le chef d'état-major vient le samedi. Le lundi, le ministre des Affaires étrangères décommande carrément le Niger, le Tchad, le Burkina Faso et le Mali aux ressortissants français. Moi, je crois qu'il faut que les choses soient très claires. Si vos ressortissants doivent s'en aller, vous partez avec vos militaires. Parce qu'apparemment, ils sont là pour protéger leurs ressortissants et leurs engagements. Ce qu'il y a, c'est que le Niger, pour nous, ça doit être une leçon. Il ne faut pas que nous mettions tous nos œufs dans un seul panier. Si les Français ils maîtrisent notre économie, ça veut dire qu'ils la cassent avant de s'en aller. Puisqu'en demandant aux ressortissants de partir, souvent ce sont des chefs d'entreprise qui quittent. Comment la gestion de l'entreprise se fera en leur absence? Si par exemple ils ont une même mise sur notre économie, à hauteur par exemple de 50%, ça veut dire que, moi je me dis qu'à partir de... Quand est-ce qu'ils ont fait cette... Non, mais en fait, lundi, ils ont demandé aux gens... Non, ça pose... Personne, non. Le message a été publié... Et après on était à deux jours après le départ, non, j'arrive. 2 jours après le départ de Bazoum, les Anglais demandent à leurs ressortissants de quitter le Bénin. Oui, bon, c'est vrai que l'information n'a pas été relayée par l'ambassadeur de... Non, ça n'a pas été authentifié. Moi j'ai posé la question, personne en général, ces genres d'informations sont relayées par les ambassades. Voilà, logiquement, oui. Il n'y a pas eu de note ici. Les gens pensent que c'est du fake.
En tout cas, C'est du fait qu'ils allaient faire un communiqué pour démentir. Ils n'ont pas démenti. non, mais Voilà. en fait, Officiellement, il n'y a pas eu de Ils démenti. n'ont pas officiellement, il n'y a pas démenti. eu de démenti, mais c'est pas le canal officiel pour informer les Français aussi ici. Aussi, oui, tout à fait. Le canal officiel, c'est l'ambassade ici qui l'écrit, si c'est OK, fait un communiqué. qui fait un communiqué pour dire. Absolument, absolument. Ça aussi, c'est notre élément. Alors, on finit avec celui-ci. Le troisième élément, c'est justement ça. C'est le balai diplomatique qu'on a constaté dans la même semaine ou dans la même période, au moment où le chef d'état-major des armées nigériennes était au Mali, il est juste revenu du Mali. Bazoum va au Bénin. Le Monde aujourd'hui titre donc le Niger au cœur de balai militaro-diplomatique. Le Niger au cœur d'un balai militaro-diplomatique. Titre le journal Le Monde aujourd'hui. Alors, c'est vrai que dans le même temps, le chef d'état-major des armées françaises était là, et puis le secrétaire d'État Blinken était américain, était également là. Et ils ont tous parlé sécurité avec les autorités nigériennes, notamment le président de l'armée. Mais bien évidemment. Mais de quoi ils vont parler? Ils vont parler d'autres choses. Ils ne vont pas parler d'autres choses, ils vont parler sécurité parce qu'il y a une situation qui est là. Mais attendez voir, c'est que ça va évoluer, il n'y aura pas que eux. Le Sahel est devenu un enjeu très important pour ces pays occidentaux, n'est-ce pas? Devant l'incapacité de la France à contrôler, à faire en sorte que la paix puisse, il y a d'autres puissances ou d'autres nations qui veulent venir, parce que dans tous les cas, il ne faut pas se faire d'illusions, c'est Bouni qui dit qu'il ne faut pas se verser d'illusions. Il ne faut jamais se verser d'illusions. Ils ne viennent pas pour nos beaux yeux. Ils convoitent pratiquement nos richesses et tout et tout. Alors, moi je dis, il y a une chose dont on doit être sûr, c'est que ce n'est pas ce genre. Je ne dis pas que ce n'est pas un plus, mais ce n'est pas ça qui va nous sortir de l'ornière, n'est-ce pas? Personne ne va venir, parce qu'en matière de coopération, que ce soit économique, que ce soit, il faut faire la balance pour voir c'est quoi je vais gagner, et en contrepartie, de l'autre côté, qu'est-ce que la personne va gagner. Il ne faut pas perdre de vue qu'il y a les Turcs, il y a les Chinois, il y a je ne sais pas moi, il y a beaucoup de gens qui sont là. Même les Tchèques. Mais tout le monde va venir. C'est normal. Attends, le gâteau là, qui veut les rester derrière? À partir du moment où les choses sont en train d'échapper à la France. Mais moi je veux dire une chose, c'est qu'il faut qu'on prenne conscience que c'est à nous de pouvoir voir, tirer notre épingle du jeu. La meilleure partie de ce qu'on est en train de nouer. C'est bien beau d'acclamer, moi quand je vois les gens acclamer, le secrétaire d'État est venu, il a promis beaucoup de machins. Mais il y a eu combien de promesses de cette nature-là? Ça a changé quoi dans le quotidien des gens? Depuis que les relations ont commencé avec ces pays, il faut d'abord créer les conditions d'une bonne gouvernance démocratique et une bonne gestion des ressources. Aujourd'hui, tout le monde est en train de dire, bientôt on va pomper le pétrole pour aller vendre. Qui sait comment ça va se passer? Docteur, personne. Parce que ça a été géré dans l'opacité totale jusqu'ici. Est-ce qu'on peut penser que c'est en allant prendre de l'argent, c'est souvent des dettes, hein, souvent c'est ceux qui viennent en aide là, c'est souvent, il ne faut pas voir comme c'est cadeau, c'est souvent en dessous, il y a des choses, n'est-ce pas? Alors, créons les conditions d'abord pour que les ressources que nous avons, qu'on puisse les exploiter et qu'on puisse les mettre à la disposition pour le développement du pays. Si ce n'est pas le cas, ça va servir absolument à rien du tout. Les gens vont continuer à s'endetter, le balai va continuer et chacun va venir prendre sa part de gâteau et on va continuer à sombrer. C'est ça l'enjeu. Moi, c'est ça, ça fait 60 ans qu'on est indépendant, plus de 60 ans qu'on est indépendant. En 60 ans d'indépendance, l'école a reculé, la santé a reculé, les conditions de vie des populations sont en train de se dégrader, l'insécurité est venue s'installer pour faire quitter des villages entiers, mettre fin à la sérénité des populations. Et les gens acclament. Un tel est venu, il nous a promis telle chose. Un autre est venu, il nous a promis. Est-ce qu'on va toujours être dans une situation d'assister éternelle et penser qu'on va développer? Moi, je ne pense pas. Merci. Balai diplomatique à Niamey, militaro-diplomatique, dit le journal à Niamey, on l'a constaté. C'est lié, ces événements sont liés ou bien c'est vraiment un hasard si cela s'est passé dans la même période? Non, je crois que c'est des Européens en général. C'est un concours de circonstances juste. Les déplacements de Blinken étaient prévus de longue date. Depuis le mois de janvier, ils ont. C'est ça qui. Là-bas, ils planifient. Oui, voilà. Et le chef d'état-major français aussi. est venu au lendemain de la visite du chef d'état-major nigérien au Mali. Et beaucoup de Nigériens pensent que
pas Non, faux. parce qu'il venait de Dakar et il continuait. Donc là aussi, c'est pas vraiment dans l'urgence. C'est des trucs programmés. Peut-être qu'il y a eu une coïncidence des dates. Mais moi, je pense que c'est important pour notre pays qu'on soit au centre des préoccupations. Mais comme on l'a dit sur ce plateau, le plus important n'est pas d'être au centre, mais de savoir tirer profit de cet intérêt soudain de ces Occidentaux. Encore que nous, chez nous, c'est des visites comme ça, on vient, on fait du bruit, on s'en va. Ailleurs, quand on aide, il n'y a pas beaucoup de visites, c'est des actes comme mais justement, on envoie on envoie de l'argent, c'est clair, on envoie pas de téléconférence, c'est clair, on envoie besoin de se déplacer. Le problème, mais là, ici, bon, c'est des gens qui viennent, des réunions n'ont pas fini, du bruit, après on se fait, et puis c'est fini. Non, toujours échanger physiquement. Ouais, le chef d'état-major des armées françaises n'est jamais allé en Ukraine depuis le début de cette guerre, mais il y a une quinzaine de chars Léopard ou français qui ont été envoyés en Ukraine. Non, Aux États-Unis, la même chose. Blinken n'est jamais allé en Ukraine. Il y a une trentaine de chars, 31 chars américains qui seront livrés incessamment si ça n'a pas été fait d'ailleurs. Donc vraiment, je pense que c'est... Oui, c'est ça. Vous avez vu la ville où il a décidé d'atterrir? Non. C'est Incirlik. Pourquoi Incirlik? Parce que les armes atomiques de l'OTAN, une partie se trouve stockée là. Oui, un truc. Voilà. Et voilà. Oui, mais vous savez, c'est curieux. On a tous cette préoccupation. Mais quand vous entendez, face à des questions comme ça, quand elles vous disent, les réponses que vous avez, elles vous surprennent. L'Ukraine, c'est un objectif communautaire. C'est pas un pays où... Non, c'est la communauté qui le fait. Mais les pays africains... Ça veut dire quoi, la communauté? Quand vous avez parlé de déploiement des militaires... C'est vrai, il y a l'OTAN, machin, mais l'Ukraine, c'est très loin des États-Unis. Mais justement, non. Moi, je ne parle pas des États et des Américains, je parle comme on a parlé du chef d'état-major des armées françaises. Ah, ok. Moi, la même question que tu as posée, j'ai posé la même question. Mais il m'a dit, ils ont perdu combien de choses des soldats français en Ukraine? J'étais pris au dépourvu. J'ai dit, voilà, au Mali, on en a perdu combien? Dans l'histoire, le Niger, l'Afrique d'une manière générale, a œuvré aux côtés de la France. Au Mali, ils ont perdu parce qu'ils ont voulu s'installer. Quand ils ont fait l'opération Serval, ils auraient pu... C'est pour dire que, contrairement à ce qu'on pense, l'intérêt bilatéral n'est pas le même avec ces pays. C'est ça qu'ils veulent dire, c'est pas le même intérêt. Ils ont beaucoup plus d'intérêt avec nos pays qu'avec l'Ukraine. Les faits ne le démontrent pas. Non, je dis d'une manière bilatérale. Oui, d'une manière bilatérale, ils ont plus d'intérêt avec nos pays ici. Mais là-bas, c'est l'Union européenne qui a décidé. Plus de moyens. Oui, ils ont mis, non. Ils ont même, moi, j'ai rappelé que beaucoup de chefs d'État, dont Macky Sall, qui était à l'époque le président de l'Union africaine, avait dit que nous, pour financer le Sahel, pour financer le G5 Sahel, les moins de 40 milliards, on a fait plus d'un an, on n'est même pas arrivé à avoir le quart. Or, les Ukrainiens, en un tour de bras, ils ont eu plus que ce qu'ils ont demandé. Mais bien sûr, c'est des dizaines de milliards. Voilà, c'est des dizaines, c'est des centaines de milliards, même pas des dizaines. Donc, les enjeux ne sont pas les mêmes. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Mais en bilatéral, ils démontrent qu'ils sont plus proches de nos pays que de l'Ukraine. Ça, c'est évident. Donc, pour revenir à ta question, en disant... Quelle était ta question d'ailleurs? Tu disais... Est-ce que c'est lié? Non, je pense que ce n'est pas lié, mais il y a un intérêt particulier pour nos pays, particulièrement pour le Niger, parce que le Niger, aujourd'hui, comme tout le monde le sait, c'est le chaînon manquant pour les Russes. Le Mali est avec les Russes, les Burkinabés sont en train un pied dedans, un pied dehors. Donc, c'est le Niger seulement qui tient la route. Donc il faut par conséquent aider le Niger à tenir cette posture. Mais c'est que les Nigériens, au-delà de l'aide, il faut que les Nigériens même cèdent. Comme vous l'avez dit, on nous promet des choses. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce qui a été fait lors de la réunion, mais ces réunions-là, normalement, il y a des dossiers qui doivent être ficelés pour être financés aussitôt.
Mais si vous attendez l'argent avant de concevoir des projets, ça ne peut jamais être le cas. C'est le problème. Au Nigérien de savoir profiter de tout l'intérêt qu'on accorde à leur pays aujourd'hui et à nos autorités de savoir vraiment. Parce que la dernière fois, j'avais rappelé que la France est venue s'installer en grande pompe au Niger, mais qu'est-ce qu'on a eu? On a eu que des aides budgétaires de 100. Ailleurs, si c'était par exemple les Ivoiriens ou les Sénégalais, mais ils allaient marchander ça d'une manière extraordinairement importante. Mais nous, on dirait qu'on a peur de l'argent, on ne veut pas demander, on a honte. Il faut qu'on se départisse de ça. Quand quelqu'un vient, ce n'est pas pour nos beaux yeux, pour ses intérêts. Oui, et quelques questions, quelques interventions. Non, on continue. C'est que Madame vient de dire qu'ils ont plus d'intérêt chez nous qu'en Ukraine. Moi, je ne pense pas. D'abord, le bordel chez nous, là, c'est eux qui ont créé. C'est quand ils sont venus bombarder la Libye. C'est ça, sur le point de départ. C'est ce que nous sommes en train de vivre comme situation sécuritaire dans nos pays. C'est eux d'abord les responsables. On ne va pas refaire ce débat. On peut faire le débat. On continue, on progresse avec les interventions des téléspectateurs. Ça nous permet de rebondir d'ailleurs sur d'autres sous-aspects. Monsieur Kane Maman qui nous écrit, il vit dans la capitale, il vit à Niamey, il dit bonjour Presse Plus. C'est le même sujet, enfin. C'est le même aspect. Il dit le chef d'état-major nigérien était à Bamako, mais le chef des armées françaises était également à Niamey juste après. Alors ma question est la suivante. Est-ce que le Niger est parti avec le Mali en toute responsabilité et que la France n'est pas contente, ou bien simplement le Niger a été mandaté par Paris pour aller Docteur. Oui, mais il est clair que la situation aujourd'hui exige que le Niger et le Mali s'entendent. Voilà, avec ou sans l'accord des Français, je pense que en tout cas c'est une question de survie pour nous. Non, il faut lui dire que non, le Niger, quoi qu'on dise, même si on dit, notre président a dit notre souveraineté est relative, mais on est souverain, on n'a pas besoin vraiment de l'accord de Paris pour aller demander aux Maliens de nous aider. Je ne pense pas. C'est notre position, par la force des choses, on a abouti à cette conclusion. Il faut qu'on compose, quoi que penseront peut-être les Français. Les militaires n'aiment pas le mot aide là. Les militaires n'aiment. Non, on met nos forces en synergie. Les militaires n'aiment pas le mot aide. Monsieur Jimoro, il est vraiment pas tout à fait sur la même longueur d'onde que ce que Bounty Outrada vous êtes en train de dire par rapport au Mali. Il dit ce n'est pas vrai, évitons certaines élucubrations dans les analyses. L'État malien contrôle au maximum un tiers du pays, si ce n'est Bamako seulement. Donc quand vous allez au contact de la réalité en tant que journaliste, vous le saurez. Je reviens du Mali et je sais ce que je dis. Et il ajoute, le Mali n'a jamais dit aux Français de quitter le Mali. Et le Mali a constaté juste que la France l'a lâché en plein vol. Ça c'est le terme donc du Premier ministre malien, je me rappelle, devant l'Assemblée générale des Nations Unies. La France a décidé de quitter le Mali parce que Wagner est au Mali. Et le Mali a dit à la France, dans ce cas, partez. Voilà la réalité. Qu'est-ce que vous dire? Moi je ne vois pas pourquoi je vais lui répondre. Franchement, moi, je ne vois rien de clair dans ce qu'il dit. Non, en fait, l'autre aspect de son intervention, c'est surtout sur la situation réelle au Mali. Non, lui, au contraire, ça n'a pas évolué. Les autorités maliennes actuelles ne contrôlent pas plus d'un tiers du territoire malien. Il dit qu'il était au Mali? Oui, il était au Mali récemment. Moi, ça m'étonnerait parce que quand même, enfin, à moins qu'il ait fait le trajet du parcours de part en part, mais en tout cas, ce qu'on voit, moi je n'ai pas été au Mali, ça fait une belle brette, mais ce qu'on voit à la télévision malienne, la télévision officielle et les télévisions privées, nous donne à croire que la situation n'est pas celle qui était celle d'il y a 2 ans, 3 ans. Et même les ONG aujourd'hui, quand vous voyez les sujets qu'ils ont fait pour les 30 ans de l'armée malienne, quand vous voyez même les chauffeurs, comment les véhicules se déplacent de Bamako à Gao, à Meneka, en passant d'est en ouest, je suis étonné que lui, il dise qu'il vient de Bamako, et que le Mali ne contient pas. Non, de Bamako, il a dit plus que. Et que le Mali ne tient qu'à peine un tiers de son territoire. Moi, je ne crois pas beaucoup à lui. Il a ses raisons, peut-être, mais en tout cas, je ne crois pas
à cette hypothèse. En tout cas, je l'invite, puisqu'il vient du Mali, je l'invite à revoir aujourd'hui, par exemple, le journal malien, il va voir comment les choses ont évolué, parce que les vecteurs aériens qu'ils ont récupérés avant-hier, on l'a vu où est-ce qu'on les a déployés, parce qu'ils ont construit des aéroports à l'intérieur du pays, pour positionner, pour être beaucoup plus proche des zones de combat. Donc, quand même, on ne peut pas dire que... Et le Mali, c'est grand, c'est plus que le Niger, c'est vrai, mais ils ont parcellisé le pays et ils ont positionné leurs vecteurs aériens un peu partout. Donc si tu ne contrôles pas, si c'est qu'un tiers, du moment où on va stocker les... Alors ce dernier, il y en a beaucoup, hein, mais on va prendre ce dernier message à cause du temps que je vous ai imparti, qui est largement entamé. Monsieur Yacouba, il dit: je pense que c'est triste ce qui se passe actuellement, ces balais diplomatiques ont lieu car nos autorités ne peuvent pas dire niet à ces gens. Ils savent que rien ne marche, mais ils ont peur de refuser quoi que ce soit venant d'eux. N'oubliez pas que ces mêmes occidentaux, paradoxalement aussi, donnent beaucoup d'argent à nos pays sans que les citoyens lambda ne voient la couleur de ces choses. Non. Est-ce que c'est deux problématiques qui posent ici. C'est-à-dire, il y a le développement et l'aspect sécuritaire ici. Est-ce que, mais c'est pourquoi je dis tout à l'heure, je disais que le gros problème qu'on a, c'est que on n'est pas demandeur en réalité des choses. Parce que quand on est demandeur, ça veut dire qu'on sait où ça nous fait mal et on élabore des projets pour les soumettre. Mais si c'est de l'argent qui nous tombe comme ça, effectivement, parfois, c'est difficile de le comprendre parce que le citoyen lambda va penser qu'il doit forcément sentir ça, la ménagère doit sentir ça dans son panier, ce qui ne peut pas être le cas. Or, si on concevait des projets de développement, parce que tout le monde est d'avis, les spécialistes et même les non-spécialistes vous disent que le terrorisme, on ne peut pas le gagner qu'avec le tout militaire. Il faut intégrer l'aspect développement, l'aspect bonne gouvernance. Donc c'est pas le tout militaire qui va résoudre le problème. Donc si nos politiciens, nos hommes politiques, nos gouvernants et nos partenaires comprennent ça, c'est à eux d'élaborer, à côté de la sécurité, d'élaborer des projets de développement qui peuvent intéresser les gens, où les gens vont sentir ça effectivement dans leur quotidien. Non, avec les Américains, la coopération a duré longtemps. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements forts. Et quand le Niger se sent menacé, à chaque fois que, en tout cas, la menace est brillante, l'Amérique intervient. Il faut pas, dans les années 80, l'armée nigérienne a été immensément équipée par l'armée américaine. Et la caserne de Maradi a même été construite avec l'argent des Américains. Et en termes de formation aussi. Oui, elle a été. La plupart des officiers par là, ils allaient pour des formations. Il y avait carrément un attaché militaire qui était ici, qui jouait un rôle extrêmement important. C'était le colonel Beaulieu. Donc, avec les Américains, c'est du concret. Maintenant, ils ont choisi eux-mêmes 3 secteurs dans lesquels ils vont investir. Dans le secteur militaire, dans l'agriculture et dans les infrastructures. Moi, je pense que ça, il n'y a rien à faire. Maintenant, c'est eux qui décident d'où ils vont mettre. Le Niger a proposé des lieux. Le Niger a proposé des projets. Maintenant, on dit on va financer, mais nous, prioritairement, voilà là où on va financer, les financements vont y aller. Moi, le conseil que je donne à Bazoum, c'est de surveiller $1 seul de ce que les Américains vont mettre. Parce que dans les années 80, tous ceux qui ont touché à l'argent américain, ils sont allés en prison. Ils font semblant que, bon, ils ne vous suivent pas, mais le jour où ils font leur contrôle, après il faut qu'ils viennent. Moi, les gens qui m'ont... Oui, parce que j'étais fouillé à Maradi, donc j'ai reçu le matériel, au moins une douzaine de gros portes de télé. Il faut faire extrêmement attention avec les deniers américains. Vous pouvez jongler avec les deniers nigériens, les détourner, faire... Mais $1 américain, si tu le détournes, sache que tu ne dormiras pas en paix. Par rapport au projet Karam, c'est pas que nous ne savons pas faire des projets, nous faisons des projets, mais les projets ne profitent pas forcément aux populations pour lesquelles ils sont destinés. Le plus souvent, c'est ça. Je vais prendre l'exemple de machine 3N. Mais non, je vais prendre cet exemple parce qu'on a supposé que c'est le projet qui allait permettre, le programme qui allait permettre de sortir un peu de cette situation d'insécurité alimentaire permanente. Combien de milliards tu as dit on a mis dedans? Alors, il faut tourner dans les villages pour voir qu'est-ce qui a changé. On fait des trucs, on met des partisans politiques qui détournent. Il y a eu l'affaire Keima, il y a eu l'affaire ceci, cela. On achète des tracteurs, on donne à des gens qui ont déjà les moyens, la clientèle politique. Alors, quand on est dans ce schéma-là, pendant des années, des décennies d'ailleurs,
comment peut-on s'en sortir? Même l'argent public. Mais non, je veux dire, je prends juste l'exemple. Je veux prendre l'exemple. Les exemples sont les gens. Les exemples sont les gens. Les exemples de cette nature sont les gens. Quand on dit le développement, ça doit pas être quelque chose d'abstrait. Ça doit être du concret. Les populations qui sont affectées par ces situations-là, on doit pouvoir les appuyer pour qu'ils sortent. Mais c'est pas parce que quand quelqu'un conçoit déjà quelque chose à mettre en œuvre, on ne demande pas à la population de quoi tu as besoin, quelles sont tes priorités. C'est quelqu'un qui fabrique ça à Niamey, il veut mettre en œuvre. Comment ça peut réussir? On parle éducation. On parle éducation au cinéma là très rapidement, et nous aurons certainement l'occasion de revenir largement sur tous ces aspects, puisque la date anniversaire donc, des 2 ans de Bazoum, c'est plutôt le 2 avril. Il reste encore quelques jours. Là, c'est les journaux qui, par anticipation, sont en train de parler de tous ces aspects. En éducation, c'est le Nouveau Républicain qui en a parlé. Un peu, et le journal a titré à ce propos, le Nouveau Républicain titre problème d'approche en ce qui concerne l'éducation. Il dit c'est un problème d'approche dans le processus de la réforme du système éducatif nigérien. L'éducation au Niger fait face donc à un problème d'approche dans le processus de la réforme du système éducatif nigérien. Alors, Ousseini, je vous redonne la parole. Cette réforme, on ne voit pas très clair de quoi il s'agit exactement. Tout ce qu'on sait, ce que le président a proposé, la construction d'internats pour jeunes filles, parce que pour lui, les filles sont pas exclues, mais elles ne sont pas tout à fait prises en charge ou prises en compte dans le système éducatif. Elles ne restent pas longtemps, surtout la déperdition scolaire. Pourtant, elles sont les plus nombreuses numériquement au niveau du comment on appelle ça, de l'effectif potentiel en termes de scolarité, et puis les curricula aussi qu'il faut réformer, la construction d'écoles professionnelles, d'universités professionnelles, donc d'enseignement professionnalisant. C'est ça les réformes. Et le journal nous dit qu'il y a plutôt un problème d'approche dans ce processus de réforme-là. Et c'est ça qui fait que ça n'avance pas trop. Oui, le problème, moi, c'est les réformes qui ont tué l'école nigérienne. C'est les réformes. On a connu tellement de réformes, finalement, on ne sait même plus dans quel sens on va. Depuis pratiquement le début de la démocratisation dans ce pays, c'est les réformes, la baisse de niveau, c'est les réformes qu'on a introduit. Chacun vient, on enlève les manuels, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait des ouvrages, il veut avoir un marché, c'est l'État, on lui donne. Les enseignants même ne sont pas formés et recyclés, à jour par rapport. Voilà ce qui a détruit l'école nigérienne, il faut se dire la vérité. Aujourd'hui, on vit encore, il met des choses en place. Par exemple, cette histoire d'internat. C'est bien beau, mais l'internat a existé. L'imam en a bénéficié, n'est-ce pas? Mais pourquoi l'internat a été supprimé par la suite? Parce que tout simplement, la prise en charge des internats, là, ça coûte plus cher que la construction des infrastructures, n'est-ce pas? On dit que c'est pour éviter la déperdition. Il y a des mécanismes qui ont été mis en place avec les partenaires. Le système de tutorat ou de seconde chance. Non, de tutorat. Tutorat où voilà, on trouve des familles d'accueil qui sont plus machin, et on donne mensuellement un peu de ressources et des accompagnements à cette famille qui accueille. Que de vouloir créer des choses qu'on ne pourrait pas gérer. Parce que ça coûte cher, il faut se le dire. C'est pas parce qu'on a créé l'infrastructure, il faut, moi je suis allé dans des internats, des écoles qui disposent à l'intérieur du pays, notamment j'ai vu à Bilma une fois, mais quand j'ai vu les conditions dans lesquelles les enfants mangent, j'ai vu les conditions, mais les enfants, la plupart d'entre eux sont dehors. Parce que c'est immangeable ce qu'on leur donne. Si c'est pour aller dans ce même sens-là, moi je ne vois pas ce que ça va changer. Maintenir le plus longtemps les jeunes filles à l'école. Moi je dis il faut créer plutôt le mécanisme permettant effectivement que ces filles, et ça ne va jamais finir en campagne, il faut aussi créer, il faut aussi sensibiliser, nous faire comprendre, et au besoin même
mettre en place des mécanismes pour empêcher ces histoires de mariage précoce, des sanctions, ou comment je vais dire. Il faut apporter le développement. Il faut apporter, mais c'est tout. Mais vouloir dire que voilà comment je veux. Moi, de donner souvent la pauvreté, mais souvent pas forcément la pauvreté. C'est un peu le déficit de machin, quoi, de l'inculture. La personne, bon, à partir d'un certain âge, on considère que même si elle étudie à l'école, il faut la donner parce qu'elle grandit un peu plus, elle va tomber dans des pratiques qui sont irrépréhensibles. Moi, je dis, tout ça, c'est bien beau, mais on va voir ce que ça va donner. On dit, voilà, c'est bien, je suis d'accord avec la création de ces centres de formation professionnelle. Ça a manqué, ça a terriblement manqué. Ça, je suis tout à fait d'accord, parce que ça permet de former des gens qui savent faire quelque chose. Que d'aller dans l'enseignement général à la fin, sans savoir exactement, sans avoir un métier. Quand tu es formé en machine mécanique, en menuiserie métallique ou en menuiserie bois, quand tu sors avec ton diplôme, il suffit d'un peu de ressources pour que toi-même tu te lances dans un actif. Ça, c'est des bonnes choses, quoi. Mais de l'autre côté, quand on dit, voilà, même l'éducation, les enseignants, tout ça, il faut, moi je dis, tout ça c'est un faux débat. C'est un faux débat. Et ça va mettre du temps pour donner quelque chose. Oui, Trada. Non, vous savez, on a tous dit ici que là où les Nigériens attendent et ne peuvent pas pardonner peut-être entre guillemets un échec éventuel ou en tout cas un manque de résultats, c'est dans le domaine éducatif. Parce qu'il est issu de ce corps de métier. Et il a été, au dire de ce qu'il a enseigné, un excellent enseignant, rigoureux, assez pertinent dans sa démarche. Donc on s'est dit que voilà quelqu'un qui aujourd'hui au commande du pays est à même de mettre en place une structuration qui lui permettra de suivre au jour le jour. Et c'est pourquoi moi j'étais étonné d'ailleurs, dès les premières heures de la formation du gouvernement, moi je pensais à un ministre vraiment délégué à la présidence chargée en charge de l'éducation nationale, pour montrer réellement qu'il prend en main ce dossier. Et si vous avez remarqué, avant même la DPG, il a réuni toutes les composantes de ce secteur, composantes Mahatma Gandhi, pour en faire une journée d'évaluation de l'école nigérienne. Beaucoup avaient dit, mais donc que va donner la DPG? Parce que la DPG, c'est elle au moins qui est l'action gouvernementale. Donc on avait pensé qu'il voulait faire un truc autour de lui pour pouvoir vraiment donner l'impulsion nécessaire au domaine scolaire de manière générale. Mais malheureusement, là aussi, il est confronté aux principaux problèmes qui l'assaillent depuis un certain temps, la disponibilité des cadres et leurs compétences, et les choix surtout. Parce que on a tellement politisé l'administration nigérienne que même les simples directeurs de CEG ou les directeurs départementaux régionaux des enseignements, l'administration en général et le département de l'éducation nationale ou de l'enseignement, c'est les secteurs plus politisés. Voilà, même un simple directeur de CEG ou directeur départemental ou régional, c'est des connotations politiques. Or, quand la politique arrive jusque dans l'enseignement, ça veut dire que l'excellence, si la politique rentre par la porte, l'excellence sort par la fenêtre. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il a beau être enseignant, il a beau se gosier, il a beau se plaindre, il a peut-être un ministre de l'enseignement et de l'éducation qui est bien, il a un excellent SG lui aussi, mais tant que les exécutants ils sont autre chose, on ne va pas avoir le résultat. Et malheureusement, ces exécutants, ils n'arrivent pas à imposer une discipline pour dire, bon, ça, ce secteur-là, comme celui de la sécurité, il ne faut plus qu'on mette la politique dedans. Comme celui de la santé, les trois secteurs, il ne faut pas qu'on mette la politique, il faut qu'on mette la technicité. Et tant qu'on n'arrivera pas à ça, effectivement, ce n'est pas Internet qui va résoudre le problème. L'époque des Internets est révolue. Parce que Hussein l'a dit, c'est cher, mais on était un petit nombre. Aujourd'hui, à l'époque, quand nous on était à l'internat, les Niger étaient peut-être 7-8 millions. Aujourd'hui, on est à 22 millions et 24 millions. Donc, ce n'est plus d'actualité. Peut-être ces secteurs, il veut cibler les jeunes filles, mais on verra bien ce que ça va donner. Moi, je pense que cette histoire de jeunes filles, c'est juste pour faire plaisir au bas de fond. Mais dans le fond, lui-même, il sait que ça ne marchera pas. Parce que tant que l'environnement lui-même n'est pas sain,
il n'est pas serein, la jeune fille ne peut pas évoluer. On peut la mettre dans un internat, mais il faut aussi que les garçons viennent à l'école. Si les garçons ne viennent pas à l'école, l'internat ne servira à rien du tout. Maintenant, le problème fondamental, c'est que le système, moi je l'ai dit une fois ici, le système est par terre parce qu'il y a un certain nombre de facteurs qui y ont contribué. D'abord la formation. J'ai enseigné à l'étranger. Vous savez, le système éducatif, je pense, il faudrait que, au niveau du primaire, du collège et du lycée, que l'on mette l'accent là. À l'université, c'est des gens déjà éveillés, vous ne pouvez pas les manipuler. Donc, à l'étranger, en tout cas dans certains pays, vous ne pouvez pas, si vous n'êtes pas un national, vous ne pouvez pas enseigner. Au collège, au primaire, au collège ou au lycée. Mais vous pouvez enseigner à l'université ou dans les instituts. Donc, déjà, il faut peut-être que nous prenions cela en compte. Nous avons laissé aujourd'hui une bonne partie du système éducatif entre les mains de privés qui ne relèvent pas de l'enseignement supérieur et de l'éducation. Ils ont fait, ces privés-là, de l'école, un gagne-pain, ou en tout cas un business. Et aujourd'hui, voilà, le résultat c'est quoi? Des évaluations de complaisance, oui, des diplômes de complaisance. C'est-à-dire que pour que ton enfant ait la moyenne, il faut d'abord que tu l'inscrives au privé. Au privé, il y a des cours privés. S'il ne vient pas au cours privé, bon, on le prive de la moyenne, et ainsi de suite. Donc il y a un chantage perpétuel, tout est devenu pratiquement lucre. Et je me dis qu'avec un tel système, ça ne marchera pas. En plus, vous voyez, on fait comprendre au président que le Niger a tellement fait de bon qu'il est même dans les classes virtuelles. Non, je trouve que c'est ridicule. Et le problème fondamental, de base, moi je le connais. Et peut-être ça fait partie des éléments dont parle le journal, c'est un problème d'approche. Non, le problème de Bazoum, c'est qu'il ne contrôle pas les gens. Il a confiance aveugle, et puis regardez, les gens, les journaux parlent de ces classes virtuelles-là. Même actuellement, si vous sortez, moi je vais vous montrer une des classes qu'on est en train de monter dans la zone boisée là, à 50 millions. C'est des trucs soudés, on découpe, c'est des... Quand même. Il faut contrôler, n'est-ce pas? Et le problème fondamental, c'est qu'il ne faut pas laisser les gens faire ce que bon leur semble. Or, apparemment, on décrit les marchés publics qu'on donne à tort et à travers, mais les mêmes ministres continuent à siéger au Conseil des ministres. Le système éducatif, au niveau de l'éducation, même si le ministre est compétent, le SG l'est aussi, mais il se trouve qu'en réalité, c'est une inversion des grades là. C'est des cadres à deux qui dirigent le ministère et on envoie les cadres à sur le terrain. Mais ça ne peut pas marcher. Donc voilà véritablement des problèmes peut-être qu'il faut régler avant de pouvoir... Moi, je ne suis pas contre le fait qu'il y ait quelques internats. Parce que j'ai vu à Bilabrim, un peu partout, l'UNICEF, même un moment, finançait ces internats-là. Ce n'était pas uniquement l'État du Niger. À Mitimi, sûrement que lui-même, Bazoum, il a profité peut-être d'un internat à Bilabrim, à 3 km de la frontière tchadienne. Il y avait un internat là, où il est né. Donc, sûrement qu'il a profité de ce truc-là. Oui, c'est pas le fait de... C'est pas les internats qui posent problème. C'est la multiplication. Dire qu'on va créer 100, avec quel budget? Mais que dans des zones précises où il y a des nomades, où il faut fixer les populations, là, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas créer un internat. Il ne faut pas se bercer d'illusions. Non, c'est pas possible. Peut-être à Bilabrim, à Bilma, un peu à Torodi pour les déplacés ou leurs enfants, les enfants. Mais vous ne pouvez pas créer des internats à tort et à travers et penser que vous allez redresser le système éducatif. C'est quasiment impossible. Donc, en réalité, moi je me dis, le problème fondamental, c'est que Bazoum avance des idées, mais il ne contrôle pas leur réalisation. Et quand vous laissez les gens libres de faire ce que bon leur semble, simplement en jetant les idées, voilà ce que ça donne. On a l'impression, en tout cas la population a l'impression que d'abord ils ne maîtrisent pas l'État, ils ne maîtrisent pas la gouvernance, ils ne maîtrisent pas le gouvernement. La preuve, lui, il a révélé la semaine passée qu'il s'en est pris au Premier ministre et au ministre des Finances lors de 4 mois après, ces gens sont encore là. Et donc, moi je me dis que véritablement, il faut qu'il montre qu'il est un chef d'État. C'est vrai qu'il a des idées, il a décidé que ces idées-là vont être concrétisées, il les a confiées à des individus, de temps en temps il faut les contrôler pour savoir ce qu'il en est.
Mais si vous voulez rester là dans votre palais, à vouloir disserter sur Karl Marx et autres, là, je pense que... On finit mais en deux mots rapidement, puisque je le disais, c'est des éléments sur lesquels on va forcément revenir dans les semaines prochaines. Des éléments d'analyse sur ces domaines, l'éducation, la justice et tout ce que vous voulez. La justice, un peu en termes de gouvernance, donc judiciaire, la justice, l'enquêteur évoque un cas qui peut-être certainement fait partie de ce qui préoccupe ou ce qui choque un peu le public, les populations. L'enquêteur, dans sa parution du 13 mars, a titré « Saisie de 17 tonnes de drogue d'une valeur de 20 milliards de francs CFA en mars 2021 à Niamey, les trafiquants présumés remis à liberté pour vice de procédure. » Saisie de 17 tonnes de drogue d'une valeur de 20 milliards de francs CFA en 2021, en mars, vous vous rappelez certainement, à Niamey, les trafiquants présumés remis en liberté pour vice de procédure. Qui sont de très bons avocats. Ah oui, c'est ça le problème du... Oui, c'est ça le problème du droit, justement, et de la démocratie. Il y a la flagrance, ce que les gens observent, et il y a ce qu'on dit aussi par rapport à la loi dans le cabinet des juges. Et malheureusement, c'est jamais en adéquation avec ce que la population attend. Le pouvoir, de manière générale, et la justice, ils vont... Oui, mais attends, j'ai fini. Ils vont se cacher derrière... Ça existe dans les textes. Il y a un vice de procédure, ça existe. Ça existe. Oui, si on t'attrape pas dans les conditions, on te libère. Rappelez-vous ce qui s'est passé au Nigeria avec c'est l'autre, comment ça, Manga, non, oui, Manga, je crois. Dairo Manga. Je crois que c'est bien lui avec Buhari. Quand il... Non, c'est pas Manga, c'est l'ancien chef d'état-major là. Comment il s'appelle? L'ancien chef d'état-major? Oui, des armées nigériennes qui est d'ailleurs en ligne judiciaire avec un de nos compatriotes ici, dans l'affaire des armes. Oui. Mais la justice a dit vice de forme, mais Buhari a dit non, vice de forme ou pas, en tout cas, il ne va pas sortir de prison. Parce que ça, c'est pas inadmissible. C'est pas admissible. Donc voilà le problème. Il faut que, au-delà, et c'est dans ça qu'on peut applaudir un pouvoir qui décide, quand la justice décide comme ça, qu'ils mettent, on appelle le dossier en communication pour que ça ne vole pas, pour qu'on ne va pas cet individu dehors, ces individus dehors à la liberté, pour même la propre sécurité de la population, ou bien pour leur propre sécurité. On ne peut pas attraper des gens avec des tonnages comme ça, et tout le monde a vu, on a monté ça sur les images, sur la télévision. Et le trafiquant, selon Georges, s'est retourné dans son village, en tout cas dans sa localité, où il aurait été accueilli en grande pompe. Oui, mais donc, après sa libération. Les juges même, à ceux qui ont alors, fait pourquoi cette procédure. la lutte mais non, des choses comme ça, parce que dans le cas d'espèce là, quel vice de procédure? On les a pris en flagrant, 17 tonnes de comment on appelle ça? On se lève un bon matin, vice de produit, on les met dehors. Alors, pourquoi cherche-t-on à traquer? Non, c'est quel vice? On met de côté ce qu'ils ont commis, c'est quand même un crime. Et ça doit pouvoir... Et surtout l'une des questions, c'est ça qu'on peut se poser. Comment les professionnels peuvent se permettre des vices de procédure dans un dossier comme ça, qui est extrêmement important et qui pouvait être, et qui est même un des dossiers, comment dire, phares que les gens attendent. Alors imaginez... On se rappelle les conditions dans lesquelles ça se passe. C'est pourquoi il est pas... Il a été bien éclairé par les avocats de montrer que... Par exemple, les Américains, qu'est-ce qu'ils vont en penser? Les Français, qu'est-ce qu'ils vont en penser? Voilà un pays qui est déjà, comme avait dit, étiqueté comme un pays de narcotrafic ces dernières années. Et voilà, ça conforte la thèse selon laquelle... Le transit tout au moins. C'est ça. Mais qu'est-ce que c'est le transit tout machin? Ça a été avéré. Ça, on ne peut pas faire 2 mois dans ce pays sans apprendre qu'on a pris déjà avec quel nombre de... mais forcément, mais quand le pays devient une espèce de tamis, pas de tamis, plutôt de machin, d'entonnoir, moi je dis quelque part, c'est grave. C'est grave aujourd'hui. Ça ne choque même plus qu'on dise on a arrêté quelqu'un avec 25 kilos de cocaïne et héroïne, tout ça. N'est-ce pas? Aujourd'hui, ça ne choque même plus. C'est devenu tellement fréquent que
Alors qu'à l'époque, quand on entend parler de cocaïne et machin, c'est vraiment... Ou dans les films américains. Alors, que ça devienne une habitude, c'est ça qui pose problème. Mais sinon, l'évolution du monde aujourd'hui fait que ce n'est plus un secret, ça tend à devenir même une norme ailleurs. Et puis, vous avez vu, les Hollandais, pour mettre fin à tout ça, ils ont même autorisé la consommation. Oui, c'est pas que les Hollandais, seulement beaucoup de... Voilà, parce que l'interdit est toujours recherché. Jusqu'à une certaine quantité. Mais c'est que nous, on n'est pas un pays consommateur, on est un pays de transit. Donc on ne peut pas légaliser le cannabis, c'est pas possible. Voilà, on est un pays de transit. Maintenant, là où c'est destiné, les gens n'ont qu'à prendre les dispositions. Voilà. Mais là, quand même, vu ce procédé, oui, prévu ou pas prévu par le texte, ça choque quand même quand on entend ce genre de... Mais c'est pourquoi je voudrais rappeler... Et les gens se posent la question de se dire, mais qu'est-ce qui ne va pas avec la justice? Non, parce que les pouvoirs publics doivent arrêter ça, même si c'est la justice qui a décidé. Le président ou le premier ministre du gouvernement, il peut décider, il dit à son ministre, non, rappelez-moi ces dossiers-là. Ça ne doit pas être... Il va vous dire qu'il y a une séparation des pouvoirs. Non, oui, quand on veut, mais quand on ne veut pas, mais ça, en tout cas, c'est... Ils ont eu de très bons avocats, il faut les féliciter. Non, la justice, c'est une question d'avocat. Je suis désolé. Ça veut dire qu'ils ont eu de très bons... Les avocats ont trouvé la faille. Ils les ont sortis d'affaires. Peut-être que prochainement, on va encore les prendre, c'est possible. Parce que dans tous les... Oui. Attends, 17 ou les 19 tonnes ou les 18 mais c'est où? C'est le même, à l'époque, Bazoum, quand on avait annoncé ça, Bazoum lui-même, il est sorti, il a fait une communication, il était ministre de l'Intérieur. Il était ministre de l'Intérieur. N'est-ce pas? À l'époque des faits, c'est lui-même qui a fait la communication. Il a été voir ça. C'est lui qui a même une quantité de tonnage qui est dans la nature encore à l'époque. Je me rappelle, il avait dit que... Non, ça a même coûté le poste, je crois, à certains officiers de police. Aujourd'hui, bon, voilà, les gens, ils sont allés, au bout de 4 ans, ils sont dehors. Alors, ils vont continuer ou bien ils vont... Non, ils ne vont pas arrêter. Donc, on aura la possibilité de les arrêter à nouveau. Mais moi, je me dis, en tout cas, ils ont eu de très bons avocats. Rappelez-vous de ce footballeur américain-là qui a été accusé d'avoir tué sa femme, où il y a eu même des caméras qui tournent. Mais il a été relaxé, simplement parce qu'il s'est entouré des meilleurs avocats du pays. Voilà. Sauf que lui, c'est après un procès. Ben là, oui, là, on ne va pas au procès parce que tout simplement, l'arrestation est peut-être sur la base. Voilà, c'est tout. Ça, c'est des avocats, il faut relever leur nom. Si demain tu as des pépins, il faut les appeler. Je pense que c'est... Alors, pour conclure, un ou deux mots sur la justice, justement, et la bonne gouvernance judiciaire ces 2 dernières années. C'est compliqué, c'est que bon, c'est pratiquement, on a comme l'impression que ça se décrète d'année en année. Il n'y a pas d'amélioration parce qu'on ne sent pas véritablement cette séparation de pouvoir. Tu dois normalement, dans une démocratie, c'est toi qui dois faire la viabilité d'une démocratie. On n'a pas l'impression, qu'on a l'impression encore que la justice continue d'être instrumentalisée. Pas seulement la justice d'ailleurs, toutes les autres institutions sont inféodées à l'exécutif. Quand tu prends l'Assemblée nationale, ils se considèrent comme étant au service exclusif du gouvernement. Quand tu prends la justice, tu as l'impression que, parce que tant qu'on n'arrive pas à faire comprendre que même le parquet doit être du côté, ça va continuer la même situation. Et c'est ça qu'on est en train de vivre. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement? Le discours que Bazoum fait, moi j'ai toujours dit au juge d'être indépendant. Vous parlez de présentation de vœux tout à l'heure, il a interpellé personnellement lors de présentation de vœux le premier président de la Cour de cassation, oui, absolument. Mais là, il parlait des juges qui n'est... En cachette, qu'est-ce qui est en train de se passer? Dieu seul sait ce qui se passe dans les dossiers. Oui. En cachette. Ou c'est Tradam? Non, en fait, la justice, c'est une quête perpétuelle, c'est vrai. Mais c'est que, comme on l'a dit, on ne sent pas cette volonté des pouvoirs publics à aller vers cette quête-là. Parce que quand le président interpelle effectivement le premier président de la Cour de cassation, qui est censé être l'excellent magistrat, parce qu'il est censé connaître toute la loi dans sa diversité, quand il interpelle par rapport à certains magistrats qui ne sont pas... mais c'est des fonctionnaires, les magistrats, quoi qu'on dise. S'il y a des trucs contre eux, mais il est en mesure, puisqu'il est lui-même président du Conseil supérieur de la magistrature, il a des armes pour les sanctionner. Il peut les suspendre, il peut même les radier si les faits sont établis. Parce qu'il faut parfois, pour faire la justice, il faut faire même de l'injustice dans ces cas précis. Mais si un président est réduit
à se complaire chaque fois, à des complaintes, c'est dire que voilà, j'ai dit, un président ne doit pas dire, même si on est en démocratie, où il a besoin de s'entourer du maximum de précautions, mais un président reste quand même un président. Absolument. Quand il dit ça, on doit le faire. Il ne peut pas interpeller quelqu'un, un président n'interpelle pas quelqu'un, il le vide. Même si on va penser que c'est la dictature, mais un président n'a pas besoin d'interpeller quelqu'un en plein public. À moins qu'il cherche à faire autre chose, mais non. Dans le secret de son bureau, il dit un tel, voilà ce qu'ils ont. Et surtout que les gens incriminés ont les dossiers ficelés. Donc, quelque part, c'est lui qui se fait otage. En réalité, dans ce domaine judiciaire, je pense que la loi lui a donné tous les pouvoirs pour servir, à lui de les utiliser. Et les gens applaudiront du domaine. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. En réalité, il n'a pas un contrôle sur l'appareil gouvernemental, il ne maîtrise pas la gouvernance. Où se trouve la télécommande? En tout cas, la télécommande n'est pas. Elle se trouve où? En tout cas, elle se trouve ailleurs. Moi, je pense que vraiment, il ne sait même pas où se trouve les piles. Ou alors la télécommande qu'il a ne fonctionne pas. Non, je crois qu'il n'y a pas de pile dedans. Voilà, il lui a donné la mauvaise télécommande qui ne s'active pas ou qui ne fait pas fonctionner la télé. Sincèrement, bon, c'est des choses, on rit, mais c'est des choses totalement ridicules. C'est sérieux. Parce que c'est un crime, hein. On prend quelqu'un avec 17 tonnes de machin, et après on divise le procédure. Au bout de 2 ans, même pas. Moi, je pense quand même que... Je vous l'ai dit la semaine passée, beaucoup de pays ont de la peine à nous croire. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ici dans ce pays-là? Tout le système social est gangréné par la corruption. C'est ça le drame. Tout le système, hein, tout. Aujourd'hui, on vous vend les classes à construire là, moyennant des ressources, des dessous. Donc, quand vous voyez des trucs comme ça là, est-ce que c'est sérieux? Hein? Non, moi je me dis, ces gens sont des criminels. Non, j'arrive, non, pardon, il faut me laisser faire. C'est des criminels. Le criminel a un traitement précis. Oui. Parce que le problème, ces gens-là, normalement, ils doivent aller aux assises. Ce n'est pas un tribunal ordinaire même qui doit les juger. C'est un crime. Mais si déjà avant même d'aller, on dit non. C'est le premier non, on dit vice de procédure, ça veut dire qu'il n'y aura pas de jugement. On les relaxe. La drogue va passer où? On les a déjà relaxés. La drogue est où? Qui a été saisie? Est-ce qu'elle a été brûlée? Oui. Mais tout ça là, c'est... Oui, une partie a été brûlée. Bon, une partie, mais est-ce que ça... Oui, ça veut dire que c'est vous montrer un peu l'état de dégradation morale dans lequel notre pays se trouve. Ça se résume à ça là. Nous sommes véritablement tombés trop bas. Et je vous ai dit que ce n'est pas n'importe quel entrepreneur qui accepte la signature souveraine du Niger. Parce que cette signature souveraine... Hier encore, j'ai vu dans les journaux autour du président, les gens veulent relancer la carte d'identité biométrique en s'appuyant sur leurs relations autour de lui. Pendant que toi, tu luttes contre la corruption. Un journal a parlé sur le courrier qui dit que le projet de carte d'identité biométrique au Niger, d'autres sociétés mafieuses tapent à la porte de la présidence. Alors, Issouf est parti avec Ablaye Diallo qui est décédé là. Diallo est parti avec nos 22 milliards. Mais alors, il faut être sérieux. Donc, sur cette base-là, moi je me dis véritablement... Salif Diallo. Je me dis que ces gens-là ne doivent pas sortir de prison. Aux États-Unis, ils ne seraient pas sortis. Même s'il y a vice de procédure, on aurait trouvé encore d'autres guillemets pour les garder en prison. Parce qu'aux États-Unis, on ne badine pas avec le trafic de drogue. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que la corruption a gangréné pratiquement tout le système, toute la structure sociale, et aujourd'hui, au Niger, apparemment, tout devient possible. Voilà. En tout cas, sur ce domaine-là, moi je pense que le président, il a tellement de leviers sur lesquels il peut s'appuyer, parce que c'est un domaine où le risque n'est pas très grand pour lui. C'est un domaine où les gens vont applaudir. Parce que, comme on dit, une affaire de drogue comme ça, les gens, ils ont été... Vous-même, à l'époque, vous étiez ministre de l'Intérieur. Oui. Vous avez dit ce que vous avez dit à l'époque. Vous avez condamné. Et maintenant, un juge vous dit que... Mais quand même, ça, le juge et toute la chaîne, moi, je vous change, ça, c'est clair. Non, moi, je me dis, ces trafiquants-là sont devenus très importants. Un ministre français, il a dit que, même à l'Assemblée, ils ont leur porte-parole parmi les députés. Donc, ça veut dire... Encore que sur le plan technique, les vices de procédure, ce n'est pas le juge, c'est l'accusation qui a dû
qui n'a pas dû bien ficeler le dossier, et le juge a dû simplement constater. Le juge a dû constater juste simplement le vice de procédure. Non, si on voulait. C'est l'accusation. Non, en fait, vous avez parlé du juge. Je dis encore que techniquement, le juge a juste constaté le vice de procédure. C'est l'accusation. Le juge rend toujours compte au président du tribunal pour le dire voilà, et lui. Non, pas le procureur, chose au président du tribunal. Et celui-ci rencontre en général à la chancellerie, au ministre de la Justice pour lui dire il y a des instructions. Merci, absolument. Merci Hussein Issa, merci Traoré Daouda, merci Dr Amadou Diallo, merci mesdames et messieurs d'avoir été les nôtres pour Presse Plus de cette semaine. Excellent suite des programmes sur la télévision Bonfait. Oui, parce que prochain Presse Plus c'est la Ramadan.